Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 3 mai 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Aldo Stéron. Bonjour Aldo, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Oui, ça va très bien, ça va très bien et je suis très heureux d'être sur cette émission. Alors, comment dois-je vous appeler? Aldo Stéron, c'est votre nom officiel? C'est comme ça qu'on vous Oh, appelle ou on tout peut le vous monde me appeler? connaît sous ce nom, on peut partir sur ce nom. C'est tout simplement un nom d'auteur, mais c'est parti déjà. Donc, il y a des amis de longue date qui m'appellent Aldo. Donc, oui, D'accord. partons sur Aldo. Et le vrai nom, il est secret ou pas Non, il vraiment? n'est pas secret, n'importe qui peut googler et le trouver, hein. De nos jours, il n'y a plus rien de secret pour Google. D'accord, très bien. Alors là, j'ai l'impression qu'il pleut un petit peu. Alors, c'est un fond d'écran. Mais il Donc, pleut vraiment. Là, c'est un il pleut fond vraiment. d'écran. Là, je Oui. suis au Royaume-Uni. Si je regarde par la fenêtre, il pleut vraiment et mes fenêtres sont plus mouillées. Il y a plus de gouttes d'eau dessus que ce qu'on voit sur le fond d'écran. Voilà, donc parce que là, vous êtes au Royaume-Uni, vous êtes à Londres, je Oui, je suis à suis pas Hong très loin de Kong. Londres. Là, il est 16 heures pour moi, il est 9 heures pour vous en heure du Royaume-Uni. Oui. Vous résidez là-bas, vous êtes expatrié là-bas. Donc, bon, voilà, première question classique, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites au Royaume-Uni? Oui, moi je suis venu au Royaume-Uni à peu près vers 2008, grosso modo. Le temps passe vite, hein, ça fait 16 ans déjà. Et puis, ce que je fais, ben, j'écris des livres, je conseille des gens, je fais du consulting, et puis je suis un observateur de la politique internationale, donc de la géopolitique, mais aussi en particulier de ce qui se passe en Union européenne et encore en particulier de ce qui se passe en France. C'est sous ces casquettes un petit peu qu'on me connaît. Donc, observateur, commentateur politique, écrivain, on pourrait dire, parce que vous écrivez des livres. Oui, absolument, absolument. J'ai écrit, je crois, j'ai déjà 7 ou 8 livres sous le nom Aldostérone, plus d'autres livres sous d'autres noms. Et j'en écris d'autres. Je crois que là, si je regarde sur mon ordinateur, je dois avoir au moins une dizaine de livres ouverts. Et je dois à chaque fois écrire un paragraphe par-ci, un chapitre par-là, en fonction de ce qui se passe dans ma tête. Et de temps en temps, il y a un livre qui arrive à maturité, qui finit, et puis je le sors. Alors, si je comprends bien, c'est une activité qui pourrait se faire de n'importe où dans le monde. Pourquoi avoir choisi le Royaume-Uni? Alors que, oui, c'est une très bonne question. En fait, quand je suis arrivé au Royaume-Uni, je vivais pas de cela. Je ne vivais pas de ma plume, je ne vivais pas de mes livres ou de mon consulting. J'étais employé, je travaillais dans la sécurité informatique pendant la plus grande partie de ce temps. Et puis, j'avais un travail, j'avais un bureau, et je devais m'y rendre tous les jours. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu attaché au Royaume-Uni par ce biais-là, par ce biais socio-économique. Aujourd'hui, je n'ai plus cet attachement, mais je reste parce que j'étais là, parce que j'ai mon réseau social, parce que j'ai mes amis, parce que j'ai ma fille qui va à l'école et tout. Donc c'est vrai que il y a un enracinement qui se fait forcément. Donc, vous êtes installé, donc maintenant vous y êtes bien, il n'y a pas de raison de partir. Il n'y a pas de raison de partir, quoique partir est toujours quelque part en arrière-pensée dans ma tête, parce qu'on a quand même en Europe en général et au Royaume-Uni en particulier, on a une dégradation du cadre de vie, on a une dégradation de la qualité de vie que tout le monde a pu observer, c'est-à-dire que on a une taxation galopante, ça signifie je paye de plus en plus d'impôts chaque année. On a un pouvoir d'achat qui s'effondre. Ça veut dire que, je sais pas, il y a quelques années, il y a 3 4 ans, je payais la bouteille d'huile à 2 livres sterling. Aujourd'hui, je la paye à 8. Hein, ça s'est multiplié par Ah, c'est 4. énorme. Ouais. C'est énorme. Alors, c'est pas tout qui s'est multiplié par 4, mais il y a plein de choses qui ont doublé. Il y a plein de choses qui ont vu leur prix augmenter de 50, 60, 80%. Donc, on a une inflation énorme. Et puis, ceci est dû, bien sûr, aux errements de notre État central qui semble tout faire pour nous pourrir la vie. On a une dégradation aussi des services publics. Ça veut dire que, par exemple, on a un effondrement qui est déjà bien consommé du système hospitalier. Aujourd'hui, en Royaume-Uni, très difficile d'accéder à un médecin, très difficile d'accéder aux soins. Il y a des années d'attente des fois pour des opérations chirurgicales. Il y a même des gens qui meurent avant que leur tour ne vienne, ou voient leur santé se dégrader, ou vivent dans des souffrances qui auraient été complètement inutiles, qu'on aurait pu traiter au lieu de les laisser pourrir. On a l'insécurité, heureusement, je touche du bois, la région où je vis, on n'a pas encore connu ça, l'insécurité. Il y a un peu d'incivilité, tout ça, mais ça ne va pas plus loin. Mais aujourd'hui, l'insécurité au Royaume-Uni est un véritable fléau dans beaucoup d'endroits.
y compris à Londres, parce qu'encore une fois, il y a moins de travail, par exemple, il y a moins de ressources pour la police, il y a moins de ressources pour la justice. En fait, il y a un effondrement sur tous les plans. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je me pose la question, je me dis, moi, ma grand-mère n'est pas née ici, hein. C'est pas comme si j'avais un attachement, on va dire, viscéral à ce pays. Je m'y sens bien, j'aime bien le Royaume-Uni, mais je me dis, est-ce que je dois y rester jusqu'à la fin de ma vie? Là, jour après jour, la réponse est probablement non. Donc je partirai peut-être un jour. Mais C'est dans ma tête en tout cas. la situation, on dirait que vous parlez aussi de la France, similaire, système hospitalier, insécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous avez l'impression que c'est à peu près la même situation, ou alors c'est pire, ou c'est moins grave, c'est comment? C- ça dépend sur quel plan. Par exemple, sur le plan de système hospitalier, je sais que le système hospitalier en France va mal, je le sais vraiment. Mais par contre, nous sommes au Royaume-Uni le futur de la France. Ça Encore veut pire dire alors. que ouais, nous sommes pires, nous sommes pires. Ça ne veut pas dire que la France ne va pas nous suivre. La France est en train de nous suivre. Donc aujourd'hui, le problème avec les pays occidentaux, c'est que on peut même pas les comparer sous le plan de dire ah je vis là, ce pays occidental est mieux, donc je devrais peut-être aller vers l'autre pays qui est mieux. Ce raisonnement est faux. Ce raisonnement n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tous les pays occidentaux sont dans une pente descendante, sont en train de se dégrader très vite. De sorte que, en réalité, quel que soit l'état de pourrissement atteint par un pays en particulier, les autres pays sont juste en retard. Mais dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend quel retard ils accusent, ils y seront tous. Donc voilà, c'est tout. Donc je considère aucun pays occidental comme valable aujourd'hui pour une expatriation. D'accord. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur vos origines? Parce que, tout comme moi, vous n'êtes pas a priori occidental. D'où venez-vous? Quelle est votre histoire familiale, si on peut en parler? Moi, je suis né en Algérie. Je suis né en Algérie. J'ai même grandi en Algérie. Donc, je suis Alger? pas. Non, non, à Oran, deuxième ville du Oran. pays. Deuxième ville du pays, c'est à l'ouest c'est à l'ouest d'Alger. On est à peu près, à grosso modo, ça dépend quelle route on emprunte. On est à 400, Je 450 suis allé en kilomètres Algérie pour d'Alger. information. J'y étais il y a un an à peu près. Ouais, c'est vrai. J'étais Dans à quelle Alger, région? à Alger, Alger? parce que j'ai une sœur qui travaille là-bas. D'accord. Ouais, non, j'aime bien Alger. J'ai de la famille à Alger, tout ça. Je visite de temps en temps. La dernière fois que j'étais à Alger, c'était il y a 2 mois et demi, hein. Mais je suis originaire d'Oran. Et d'ailleurs, les accents entre Alger et Oran sont tellement différents que lorsque je parle, j'ouvre la bouche pour parler à Alger, on sait tout de suite que je viens d'Oran, parce qu'on a des accents régionaux extrêmement, extrêmement forts. Donc, comme dans beaucoup de pays, comme en France par exemple, hein, à l'origine en France, on Mhm. entend l'accent marseillais ou on entend l'accent de Corse ou autre, tout de suite ça s'entend. Donc, j'ai grandi à Oran et puis à peu près quand j'avais grosso modo 17 ans, j'ai décidé de partir. Pourquoi? Parce que l'Algérie rentrait dans une phase, ce qu'on appelait la décennie noire, rentrait dans une phase de guerre civile, terrorisme, c'est horrible. Voilà, on a une décennie où il n'y a que de mauvaises nouvelles jour après jour. Donc à cette époque-là, moi je suis parti en Suisse faire mes études. Et voilà, c'est comme ça que je me suis établi à l'étranger. Donc c'est un long chemin, c'est un long chemin, un chemin assez difficile. Je pense pas que j'ai une immigration facile. Je dis pas que il y a de l'immigration facile, mais j'aimerais dire aux gens qui veulent immigrer que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Quand on arrive dans un pays étranger, on va pas trouver des gens qui vont nous dérouler un tapis rouge et nous dire hey, voilà, welcome. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut gagner sa place. Et ça peut être extrêmement dur et parfois ce n'est pas possible. Comme par exemple en Suisse où j'ai dû partir. J'ai passé presque, je crois, 8, 9 ans en Suisse, hein. Des fois je dis 10 ans, c'est juste en arrondissant. Mais je crois que c'était grosso modo, on est en train de parler de 9 ans. Et au bout d'un moment, j'ai dû partir. C'était pas mon choix de partir, mais au bout d'un moment, j'ai remarqué que mon système, mon immigration, mon expatriation en Suisse avait collapsé. Et je devais partir. Je suis parti en France, où mon immigration a encore collapsé. Au bout d'un moment, j'ai dû quitter la France. Et je suis arrivé au Royaume-Uni. Et c'est là que, quelque part, il y a un alignement des planètes qui a fait que les choses ont marché. Mais parfois, l'expatriation, que ce soit aujourd'hui ou hier, ne dépend pas de ce qu'on veut nous. On se dit pas, je m'expatrie à tel endroit. On le dit, bien sûr. Mais parfois, l'endroit n'est pas pour nous. Et puis, parfois, il faut changer plusieurs fois avant de trouver ses repères.
D'accord. Et quand vous dites collapser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas marché? Il y a quelque chose qui vous a fait comprendre qu'on n'était plus bienvenu? Ça veut dire quoi, collapser? C'est ça, c'est collapser, c'est vrai que c'est un mot un peu bateau qui veut dire beaucoup de choses, qui veut dire que le projet de vie que j'ai là, eh bien, il n'est pas en train de marcher. Que je vais d'échec en échec, que j'ai des blocages, que je peux arriver à un moment donné, j'ai une route et c'est écrit barré, route barrée, je peux pas aller plus loin. Comme par exemple en France c'était très simple. En France, comme tout le monde sait, j'étais étudiant en médecine et puis j'arrive à un moment donné, je suis à la veille de rentrer en quatrième année, c'est l'année à partir de laquelle il y a du travail clinique, même si on a avant, mais vraiment l'année où on est en clinique, ben, c'est la quatrième. Et à l'entrée de cette année-là, je fais face à une réalité, c'est que la France ne veut pas me donner de carte de séjour. Ça faisait des années que j'étais en galère contre l'administration, qui a décrété comme ça que les cartes de séjour d'étudiants se distribuent, mais comme des petits pains en France, hein, que ce soit des cartes de séjour d'étudiants ou autres. Moi, j'avais tout le dossier qui était carré, hein, mais juste j'ai fait partie de ceux auxquels on dit non. Ça arrive, hein, j'ai parlé par la suite à des gens qui travaillent dans l'administration pour les cartes de séjour, et des fois juste ils sont dépassés, ils disent non, ils prennent un tas de gens, ils vont leur dire non, 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 non. Puis Au c'est tout. hasard? Pratiquement au hasard, oui, oui. Des fois ils prennent des piles de dossiers parce que ça s'empile, ils sont dépassés. Ils vont dire, bah, tu prends cette pile, tu leur envoies tout de suite une lettre négative. Voilà, bam. Et ces gens vont recevoir une lettre négative, même avec un dossier parfait. Et donc, moi, ce qu'il aurait fallu que je fasse, j'avais pas les moyens. Parce que si j'avais les moyens, j'aurais pu aller voir un avocat spécialisé dans le droit de l'immigration, et j'aurais pu tenir ma carte de séjour comme ça. Parce que il y avait rien, il n'y avait pas de raison pour laquelle on pouvait me refuser. Parce que j'avais tout qui était ok. J'étais bien inscrit, j'allais aux études, j'avais les papiers de l'université, j'avais mon passeport qui était valide, les photos, la totale, il y avait rien. J'avais pas de problème avec la justice ou avec la police ou autre. Donc il n'y avait pas de raison vraiment qu'on me refuse. De raison objective ou légale ou administrative. C'est juste un refus arbitraire comme ça. Toi, c'est non. Hmm. Le problème, c'est qu'ils réalisent pas que derrière, il y a des vies. Derrière, ça peut casser des projets de vie et tout ça. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Ce qui fait que, n'ayant pas les moyens, parce qu'au bout d'un moment, j'étais étudiant, je travaillais à côté, donc au bout d'un moment, j'avais plus les moyens de encore aller payer un avocat et partir en galère ou en guerre contre l'administration. J'étais financièrement, mentalement et physiquement épuisé. C'est des études épuisantes, la médecine. Quand on commence à apprendre en 2 semestres, on doit apprendre tous les muscles avec leurs insertions, avec leur innervation, avec leurs noms, leurs actions. Quand on doit apprendre les vaisseaux qui tournent autour, tous les nerfs, tous les os, tous les organes, tout ça. Je veux dire, c'est des milliers de pages qu'on doit apprendre par cœur. Et on passe des nuits blanches là-dessus. En plus du travail, on est déjà, on est déjà à la base, hein, fondamentalement, on est déjà mort, on est épuisé. Envie de Red Bull, envie de Coca, envie de choses comme ça. Et puis quand en plus on a une tuile qui arrive de la part de l'administration, pour moi, dans mon cas, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. C'était la tuile où je me suis dit non, c'est trop, stop, game over, je quitte ce pays, j'arrête. Et voilà, je suis parti. Et encore une fois, c'est encore, il faut pas penser que l'expatriation c'est juste simple, j'y vais et ça marche. Parfois on a de la chance. Il y a des gens qui ont eu de la chance, hein. Je connais des gens qui ont eu plus de chance que moi. Mais moi, j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais eu de chance dans la vie. Je dois toujours me préparer à tout et c'est pour ça que certains qui me suivent sur les vidéos considèrent un petit peu que je suis un flippé de la vie. C'est que je suis constamment en train de réfléchir à tous les plans A, B, C, D, E, F, G parce que je dois toujours avoir un mauvais coup d'avance sur la vie, c'est tout. Et je pense qu'il faut avoir toujours un mauvais coup d'avance sur la vie. C'est important. Il faut toujours avoir un plan B. D'accord. Absolument. Alors, pourquoi quitter la France pour le Royaume-Uni? Alors, vous êtes dit, bon, là-bas, ça ira mieux. Et après, il faut trouver des financements quand même un petit peu pour aller au Royaume-Uni. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, vous avez quand même les moyens d'aller aux États-Unis, au Royaume-Uni, de payer un loyer, de se débrouiller un petit peu. Ça s'est passé comment? Ben, c'était très dur au début. Je suis arrivé, je crois que j'avais 800 euros en poche. Hmm. J'avais 800 euros qu'un client pour lequel j'avais fait un site web, c'est un gars qui m'avait pas payé depuis longtemps. Je l'avais fait un site web pour lui. J'arrêtais pas de lui courir après. Et puis il me paye. Il me paye, j'ai 800 euros en poche. Hop, J'achète un voilà. billet d'avion, je crois par Ryanair ou EasyJet ou je sais plus quoi. Et je débarque au Royaume-Uni. Voilà. Avec toute ma vie tenait dans une valise et un sac à dos. Tous mes livres de médecine, tout ça, j'avais laissé chez de la famille. Et je suis arrivé pour tenter ma chance. Et je commençais à chercher du travail. Je me suis dit, bon, j'arrête les études ne veulent pas de moi. La médecine, ça part à la poubelle.
des années de travail de médecine, bon, c'est foutu. Je deviendrai jamais médecin ou autre, et puis voilà, c'est fini tout ça. Mais je vais utiliser mon savoir dans l'informatique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé, je me rappelle avant de dormir, j'ai envoyé 3 emails à 3 entreprises qui font dans l'informatique au Royaume-Uni. J'ai tenté qu'avec 3. Je me suis dit, jamais cherché sur le marché britannique, je ne le connais pas. J'ai pas envoyé 100 emails. Je me suis dit, j'en envoie 3 et je vois ce qui se passe. Sur les 3, il y en a 2 qui m'ont répondu. Les 2, je leur ai parlé au téléphone. Il y en a un qui a voulu me voir. J'ai été les voir et j'ai eu un entretien face à face. Et j'ai été recruté. Et ma vie a commencé au Royaume-Uni. Littéralement, entre le moment où j'ai débarqué et le moment où j'ai trouvé mon premier travail, je crois qu'il s'est passé 2 semaines. J'avais un vieil ordinateur pourri, un portable qui tenait même pas à la charge, et je devais aller chez McDonald's pour utiliser Internet. J'avais pas Internet, je louais une petite chambre où il n'y avait pas Internet. Donc j'allais au McDo, je le branchais discrètement sous la table. Il fallait faire gaffe au manager parce que elle regardait et puis c'est interdit d'utiliser leur prise. Mais sauf que le portable, lui, il tenait pas à la charge. Et donc, avec ce portable, j'ai réussi quand même à échanger avec quelques employeurs, chercher du travail, répondre à des annonces, créer un CV. Et puis, littéralement, en 2 semaines, j'étais employé, j'avais mon travail à plein temps, voilà. Et puis, ma vie a commencé à partir de là, ma vie professionnelle, on va dire. Donc, une nouvelle vie, stabilité professionnelle, stabilité financière, et Voilà. vous avez fait l'acquisition d'une voiture dans laquelle vous faites des vidéos. Absolument, absolument, c'est ça. Donc j'ai commencé au départ comme ça. Au départ, c'est ça qui m'a, c'est l'Angleterre qui m'a quelque part ouvert les portes. Hein, c'est quelque part parce qu'en France, faut pas se leurrer. En France, j'ai envoyé des CV aussi en France. Hein. Il faut pas, j'en ai envoyé tout plein. J'ai eu 0 réponse. J'ai eu, je crois, 2, 3 réponses avec nous avons le regret. J'ai pas lu la suite. Donc en France, ça ne marchait pas. En France, j'ai envie de dire, la France, c'est pas pour moi. C'est pas un pays pour moi. Je parle français et tout, mais c'est pas important. C'est pas un pays qui m'ouvre les bras. C'est pas un pays qui dit tu es le bienvenu. Comment C'est pas ça se possible. fait? C'est un pays. Pourquoi le Royaume-Uni, ça marche et pas la France? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Mais en France, j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de guerre civile larvée. Hein, si je vais utiliser des mots difficiles, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec, je pense, avec l'immigration. Et puis ces problèmes-là font que, voilà, il y a des tensions. Il y a des tensions en particulier pour les gens avec les gens d'une certaine origine. Ça veut dire qu'effectivement, il y a plein de Français qui sont décideurs au niveau, par exemple, du recrutement. Et ils décident, je pense, hein, j'ai l'impression, qu'ils voient un nom de quelqu'un qui est d'origine, je sais pas moi, du Maghreb, et puis ils vont essayer, ils vont lui faire payer tout ce qu'ils ont souffert, ou toute la vision, ou tout ce qu'ils ont, tous les griefs qu'ils ont contre l'immigration en France. Mais il va dire celui-là il passera pas. Voilà, il passe pas. Lui non. Ok, c'est pas grave. Je suis parti au Royaume-Uni, on n'a pas cette attitude. Il y a cette attitude à un autre niveau, mais pas au niveau du recrutement. Donc au Royaume-Uni, on peut se faire recruter, peu importe son nom, peu importe sa couleur de peau, tout ça, ça joue pas vraiment. C'est pas un facteur important. Et Voilà. qu'est-ce qui fait que au Royaume-Uni, c'est différent? Parce qu'eux aussi, ils ont des problèmes d'immigration, d'insécurité. Mais c'est quoi? C'est parce que leur Ouais. immigration est plutôt pakistanaise, elle n'est pas maghrébine. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'ils ont comme C'est mentalité un, différente? c'est un empire assumé quelque part. C'est pas comme la France. La France, la France a toujours voulu être assimilationniste. J'assimile. Et d'ailleurs, c'est même le cas dans ses colonies. L'Algérie était une colonie française, par exemple, et on enseignait aux jeunes Algériens dans les écoles françaises, qui étaient dans les écoles d'Alger et d'Oran, on leur enseignait, voilà, nos ancêtres les Gaulois ou des choses comme ça. Et ça faisait rire les Algériens. Ça signifie que la France, elle a ce côté universaliste. Je sais pas moi, j'arrive au Sénégal, et puis les Sénégalais, je vais en faire tout de suite des Français, et puis Hmm. on va commencer à parler, à avoir des ancêtres communs, une histoire commune, ce qui n'est pas vrai. Le Royaume-Uni, quelque part, a compris cela et n'a jamais voulu transformer, déjà dans ses colonies, n'a jamais voulu transformer les gens Leur en identité. britanniques, en Hmm. identité. Il leur a gardé leur identité. Ils ont fait partie de l'Empire britannique, mais on reconnaît leur identité propre. Donc, voilà, et d'ailleurs, on constate que aujourd'hui, on va retrouver sur la terre, aujourd'hui, de ce qui reste de l'Empire britannique, donc au Royaume-Uni, on va retrouver pratiquement la même cartographie que celle de l'époque
de l'Empire britannique. Ça signifie que on va retrouver des zones pakistanaises, on va retrouver des zones indiennes, on va retrouver des zones des Caraïbes, tout ça. On va retrouver tout cela, tout ce patchwork sur le territoire du Royaume-Uni. Mais c'est complètement assumé, c'est bien vécu. Par exemple, j'arrive à l'aéroport de Heathrow, j'arrive à Heathrow, j'arrive devant un gars de la Border Force, la police des frontières. Ben, il porte par exemple un ruban parce qu'il est sikh. Hmm. Il a le droit de le porter au travail, c'est pas un souci, c'est pas un problème. C'est pas un pays laïque, le Royaume-Uni. Il n'y a pas ce genre de. Je peux avoir une femme voilée, elle est là, elle porte son uniforme, elle porte le voile. Ça ne dérange personne. Parce que au Royaume-Uni, on sait que les gens sont différents et on sait que l'héritage culturel, linguistique, religieux, historique a de l'importance. Je peux pas ramener quelqu'un du Pakistan et lui demander de s'habiller et de vivre comme quelqu'un qui vit à Londres depuis 15 générations. Ce n'est pas possible. Je peux pas lui demander de se nier, mais je peux lui demander d'exiger de lui qu'il respecte la loi, par exemple, qu'il Qui n'impose s'intègre pas ses lois, socialement. qui n'impose pas Voilà, ses règles. Là, ouais. voilà, il y a des règles de vie en société, du moment qu'il le respecte, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas lui demander de se renier et devenir quelqu'un d'autre. Là où en France, il y a cette demande. Et cette demande est complètement inhumaine, et elle marche pas d'ailleurs, elle marche pas en France. Il y a qu'à voir la France. Pays laïque, je veux dire, voilà, ils sont gangrénés par des problèmes de religion, de radicalité, de fossé ethnique et tout. Ça signifie, plus ils parlent de laïcité, plus ils s'enfoncent dans son contraire. Ils devraient au moins embrasser la réalité que les humains sont différents, arrêter avec l'universalisme parisien, et puis à ce moment-là, ils pourront commencer à régler leurs problèmes. Mais pour le moment, ils n'y sont pas. Ils ont des blocages psychologiques très forts par rapport à ça. Donc, vous parlez notamment, par exemple, du port du voile, de la baya, de la burqa, du burkini. Tout cela, par exemple, ce sont Absolument. ce sont des polémiques inutiles pour vous. Pour moi, c'est des polémiques inutiles. Si elle a envie de porter la burqa, qu'elle porte la burqa. Voilà. Moi, je suis en Algérie, il y a des Algériennes qui se baladent en burqa. Qu'est-ce que je peux leur faire? Ben, c'est leur droit à porter une burqa. Moi, je suis contre. Si elle vient me demander mon avis, elle me dit, est-ce que tu es pour ou contre que je porte la burqa? Je lui dis, je suis contre que tu portes la burqa. Mais je n'ai aucun droit sur elle, je n'ai aucune autorité sur elle. C'est sa vie. Si elle a envie de porter la burqa, elle porte la burqa. Moi, je porte un jean ou un short ou autre. Il y a d'autres qui sont contre. Ben, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est comme ça. On est dans un monde où on est de plus en plus nombreux et on a des héritages différents, des sensibilités différentes, tout ça, hein. Qui trouve dans un livre de, je sais pas moi, si on ouvre un livre de Zola ou de Victor Hugo, qui va trouver un vegan, par exemple? Ça existe, un vegan? Non, c'est nouveau, c'est une invention nouvelle. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui sont inventées, puis voilà, et il faut s'y habituer parce que c'est là pour durer. Tous les 3 jours, il y a de nouvelles attitudes vis-à-vis de la vie qui sortent, et c'est des attitudes parfois même pas raisonnables, mais ça fait partie du décor. Si on commence à psychoter sur chacune, on n'est pas sorti de l'auberge. Après, je suis d'accord qu'il y a pas mal de polémiques qui sont assez inutiles. On s'en rend compte quand on vit à l'étranger. Moi, par exemple, j'habite à Hong Kong et oui, je voyage beaucoup en Asie. Quand je vais en Thaïlande, je vois des femmes en burkini, pas mal de femmes voilées. Il n'y a pas de problème là-bas. Donc, je me rends compte que, bon, on a peut-être certaines priorités qui sont excessives en France. Cependant, il y a aussi des problèmes qu'on a en France et pas ailleurs. Donc, comment vous expliquez cette situation? Comment faire pour à la fois donner de la liberté à certains de porter ce qu'ils veulent et en même temps qu'ils ne s'imposent pas à faire des prières de rue de partout et ouvrir des cafés, des kebabs halal partout pour que ça devienne un petit peu voilà, le terme grand remplacement, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Non, je pense plus grand-chose au terme de grand remplacement. Ce n'est plus une théorie sur laquelle je me positionne. C'est vrai que c'est une théorie qui peut être en surface. Elle a certains, en surface, elle peut être défendable et en profondeur, elle ne l'est pas. Quand je regarde les Français, ben, ils sont face à un monde qui change. Ils sont face à une donne. Il y a un monde qui est en train de changer. Et il y a des donnes internationales. Et pas seulement la France est soumise à cela. Tous les pays du monde sont soumis à cela. Et après, chacun, c'est comme une grosse partie, c'est comme un grand jeu. C'est comme un jeu de Monopoly, quelque part. On a tous les mêmes cartes, on a tous les mêmes règles du jeu, on regarde tous la même carte. Oui, mais après, chacun, selon sa stratégie, va obtenir des choses et pas obtenir d'autres. La France a fait des choix.
La France fait des choix. Ces choix sont générateurs de quelque chose, du pays tel qu'il est aujourd'hui. Exemple, on ne peut pas dire ah oui, on est en train de se faire remplacer. Non, la France n'est pas en train de se faire remplacer, pas du tout. La France a refusé de se reproduire. Hein. La Ouais, ça France ne c'est veut vrai pas se aussi. reproduire. Ah oui, je vais dire, on va pas aller reprocher aux gens de faire des enfants et si on n'en fait pas. C'est pas possible. Pourquoi certains font des enfants, d'autres pas? La France aujourd'hui a inscrit l'avortement dans sa constitution. Elle a le droit. Elle a le droit de glorifier cela. Mais en même temps, il faut pas après il faut pas après s'inquiéter que bah il y a moins de Français, hein. Si on est dans le culte de la stérilité, si on est dans le culte des sexualités non reproductives, qui deviennent littéralement une religion devant laquelle on se met à genoux, il y a des conséquences. La France est libre de ses choix, mais la France n'est pas libre de faire des choix et après vouloir être choquée devant les conséquences ou refuser les conséquences. Parce que le choix et la conséquence marchent ensemble. C'est tout. Donc oui, c'est un pays qui va disparaître. Ethniquement parlant, le français, on va dire celui qu'on voyait dans les films de Louis de Funès ou de Fernandel dans les années 50, celui-là est en voie de disparition. Et c'est regrettable, je le regrette vraiment. Même si ce n'est pas personnellement mon combat. Mais c'est comme je sais pas, moi je sais qu'en Afrique, il y a des endroits où les pygmées, c'est des peuples, c'est des tribus qui sont assez rares, qui sont des fois persécutés. Moi, je suis contre cela. Je suis pas pygmée, mais je suis contre cela. Là où il y a un humain sur Terre qui est persécuté, qui a des problèmes ethniques ou autres, moi je suis derrière, il n'y a pas de souci. Mais ils ont fait leur choix, et c'est leur choix à eux, leur choix de société, qui aujourd'hui sont en train de piloter leur présent et piloteront aussi leur avenir. D'accord, ils ont. Il n'y a pas de famille, je connais pas de famille française nombreuse, ça n'existe pas, c'est très rare. Je connais quelques familles, c'est très rare, c'est l'exception vraiment de trouver De certaines familles françaises avec plus 4 en ou plus 5 rare. enfants. Mm. Mais c'est de plus en plus rare. La majorité sont encore adolescents à 40 ans. La majorité, ils sont encore en train de vivre la belle vie. Voilà, ils veulent devenir plus jeunes, s'injectent du botox, vivent dans le paraître, dans la consommation, tout ça. Ok. Et puis, quand ils ont des fois un trou affectif, ils vont le balancer sur un animal de compagnie. Ils vont, Mm. je sais pas, moi, ils vont prendre un chien, ils vont prendre un animal de compagnie et ça devient leur bébé, ça devient leur enfant, tout ça. Ok, c'est bien. Mais c'est pas ça qui fera que les générations vont se renouveler. Et comme disait un ministre français, on discute de tout sauf des chiffres. Et les chiffres en France sont en dessous des chiffres qui permettent le renouvellement des générations. Donc voilà, mais c'est un choix social, c'est pas par hasard. Mm. Bon, sur ce point, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire plus sur votre, on va dire, idéologie politique? Vous avez gagné en notoriété. Certes, la plupart des personnes vous connaissent parce que vous définissez un peu comme un patriote qui défend, on va dire, l'identité voilà, on va dire, je sais pas, la France, le Royaume-Uni, alors que vous êtes d'origine algérienne. C'est quoi votre pensée, votre idéologie? En fait, moi je suis pas mu par une idéologie fixe. Je suis prêt à me remettre en question chaque matin. Et c'est pour ça que si on regarde sur les 10 dernières années ou 15 dernières années où je partage mes vidéos, parce que ces vidéos sont aussi une expérience humaine. Ces vidéos me permettent de revenir en arrière, il y a 8 ans, il y a 9 ans, 10 ans, et voir ce que je pensais, voir ce que je défendais. Et voir aussi, est-ce que j'ai gardé la même vision, est-ce que j'ai changé. Il y a cette expérience aussi derrière le canal. C'est le but aussi derrière. Maintenant, moi, je défends, moi je suis d'origine algérienne, ou je suis même algérien, même pas d'origine, je suis algérien. Et puis j'ai Vous êtes de grandi toujours. nationalité algérienne uniquement. Non, non, je suis nationalité algérienne et britannique aussi. Britannique aussi, hein. Pas française. Britannique aussi, ouais. Non, pas française, non. Et en fait, je défends et j'ai grandi toujours dans cette idée que les peuples ont droit à l'autodétermination. Les peuples ont droit à leur souveraineté, à leur autodétermination. Et c'est pas quelque chose, pas une idée d'extrême droite. Là où j'ai grandi, hein, l'Algérie, c'est une république démocratique, donc on est plutôt socialiste en Algérie qu'autre chose. Pendant longtemps, on était très proche de l'URSS, donc on était assez
proche donc de ce bloc-là, hein, même si on s'appelait les pays non, on faisait partie des pays non alignés officiellement. Sur le papier, on faisait partie des non alignés. Avec l'Inde, avec la Yougoslavie et tout ça, on était sur un bloc qui disait on va être ni du côté des USA ni du côté de l'URSS. Mais en réalité, tous ces pays étaient plus proches de l'URSS que des USA. Mais c'est tout simplement pour moi une question de bon sens que chaque peuple a le droit à s'autodéterminer, a le droit à choisir son destin. Et que ce destin ne doit pas être choisi ou imposé par les forces de l'argent, par des banques, par des groupes financiers, par des institutions supranationales, par des élites non qui n'ont pas été élus hein, Mhm. par des, je sais pas moi, par des milliardaires oisifs qui vont d'un pays à l'autre et qui décident parce qu'ils ont de l'argent, ben je décide de la politique sanitaire ou je décide de la politique migratoire ou je décide. Pour moi, chaque peuple a le droit de décider. Alors, bien sûr, si le peuple décide de se dissoudre et de disparaître, parfois je suis obligé d'accepter son choix. Hein, moi, je suis pas dictateur, mais je veux qu'il y ait un choix éclairé, comme on dit en médecine. Je veux que le peuple soit informé sur les conséquences de ses choix et qu'il ait vraiment librement le choix de prendre telle ou telle orientation. Et donc, il y a plein de gens qui disent ah ça c'est l'extrême droite. Non, c'est pas l'extrême droite ça. Ça n'a jamais été l'extrême droite cette histoire. Donc, on va Donc je dire que suis c'est souverainiste. Oui, pardon. souverainiste, ouais, je suis souverainiste apaisé. Je suis souverainiste apaisé. Et c'est pas un souverainisme qui s'exprime par opposition à qui que ce soit. Parce que très souvent on voit le souverainisme comme oui t'es contre qui. Non, je suis contre personne. Au contraire, je suis pour tout le monde. Je suis pour la souveraineté de chaque peuple. Je suis pour la continuité de chaque culture, de chaque langue, qu'elle soit nationale, qu'elle soit régionale. Je suis pour la continuité des traditions. Je suis pour la continuité de l'humain dans toute sa vraie diversité. Donc voilà, je suis un souverainiste apaisé quelque part. Est-ce qu'il y a un souverainisme européen? Macron parle de souverainisme européen. Non, ça n'existe pas, le souverainisme européen, dans le sens où euh, la majorité des pays européens, rien que la France et le Royaume-Uni, je sais pas combien de guerres ils ont eu entre eux. On n'a même pas besoin de descendre jusqu'à l'an 1300. Si on regarde juste le siècle passé, combien de morts ont eu lieu parce que voilà, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, tout ça, l'Espagne, la Grèce, se faisaient la guerre, dans des guerres, des boucheries complètes. Ok, oublions la Deuxième Guerre mondiale, on revient un peu avant. Première Guerre mondiale, des tueries sans nom. Revenons au siècle d'avant et celui d'avant. Il n'y a pas de souveraineté européenne. L'Europe n'existe pas en tant qu'identité ou en tant que nation. Il n'y a pas de frères européens. Ça n'existe pas, ça. Il y a déjà, si on prend un pays comme la France ou un pays comme le Royaume-Uni, c'est déjà de justesse, vraiment de justesse, qu'on arrive à lier sous le même drapeau les Corses, les Parisiens, les gens qui viennent du Dauphiné, les gens qui viennent de la région de Strasbourg, les Normands, hein, c'est déjà de justesse qu'on arrive hein, à leur faire accepter l'idée qu'on est une nation commune. Comme c'est comme au Royaume-Uni. C'est à peine, c'est à peine si on arrive à faire accepter aux Anglais, aux Écossais, qu'on arrive à accepter aux gens du Pays de Galles, ou l'Irlande du Nord, qu'on est plus ou moins un pays. Et il faut pas se leurrer. De notre vivant, on risque de voir ceci éclater. Par exemple, l'Écosse veut prendre son indépendance. Et ça peut arriver de notre vivant. On peut voir un jour un référendum qui soudainement, bon, les Écossais disent on veut rien à faire avec vous. Donc déjà rien qu'au sein d'un même pays, hein, on prend la Suisse, les Romans et la Suisse romande et la Suisse alémanique, hein, déjà, hein, c'est pas évident quoi. Alors partir encore sur des pays qui se faisaient la guerre hier et déclarer que bon, c'est des pays frères et tout ça. Moi, j'aime bien la fraternité entre les humains. Pour moi, tous les humains sont des frères. Si on revient aux fondamentaux. Mais la réalité de l'identité européenne ou de souverainisme européen, ça n'existe pas. C'est un leurre. C'est un leurre. Ils seront prêts à s'entretuer demain, les Européens. Vous avez parlé Donc de pour moi, l'Écosse. ouais, Oui. oui, l'Écosse, ouais. Quelle est votre analyse de la situation en Écosse? Il y a un premier ministre qui vient de démissionner. Beaucoup d'observateurs disent que l'Écosse, c'est devenu le Pakistan. Ça devient islamiste. C'est quoi votre avis? Je connais pas très bien l'Écosse, moi j'ai visité deux, trois fois seulement, donc je suis pas un grand observateur de l'Écosse. Monsieur Hamza Youssef a épuisé les patiences, et Monsieur Hamza Youssef c'est un cas très particulier. C'est vraiment quelqu'un qui est très surprenant. Parce que d'un côté, il est musulman, bon, il a le droit d'être musulman, hein, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui se met récemment dans son salon, qui commence à appeler à la prière en arabe, fait un appel à la prière dans son salon,
ce qui est un peu bizarre parce que les musulmans n'appellent pas à la prière dans leur salon en général, c'est pas grave. Mais en même temps, il a soumis l'Écosse à des lois wokistes, d'ailleurs qui ont justifié son éviction. Pourquoi il est tombé, lui? Il est tombé parce qu'il allait avoir un vote de défiance contre lui auquel il n'allait pas survivre. Et il a démissionné pour éviter de se faire virer. Il allait se faire virer, en fait, à cause de ces lois malpropres. Les lois, par exemple, qui protègent les femmes, les lois qui protègent les femmes, par exemple des lois sur la misogynie, eh ben, il a déclaré que c'est des lois qui concernent les hommes aussi. Dans le sens où, si on regarde dans la rue et on voit une femme venir, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, parce que on ne sait pas si elle est née femme ou si elle est née homme et autres. Des lois du wokiste, des lois wokistes qui correspondent au pire délire qu'on trouve dans les bas-fonds des universités californiennes. Hmm. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les islamistes en général voient le wokisme comme une abomination, le voient comme une dégénérescence occidentale. Donc ce qui est bizarre avec M. Hamza Youssef, c'est que le wokisme, il n'a aucun problème à l'appliquer sous forme de loi en Écosse. Alors qu'on sait que par ses principes, il le considère comme une abomination. Donc on se demande, il joue à quoi? C'est électoraliste, c'est la gauche, c'est son électorat. C'est ça, vous avez raison. C'est son électorat. Ça signifie aujourd'hui, si on voit M. Hamza Youssef, hein, si ça se trouve, il va dire, moi, ces choses-là, je les veux pas pour ma famille ni pour mes enfants. Ça rentre pas à la maison, moi, le Et wokisme. ça le garde à Si ça sa se place. trouve, voilà, si ça se trouve, lui, il n'a même pas Netflix à la maison. Il va se dire, moi, à la télé, tout ça, je vérifie les livres qui rentrent et tout. Mes enfants, je les protège. Par contre, l'homme occidental, l'écossais moyen, tellement il a été travaillé par les médias qu'il demande du wokisme, ben, je lui donne du Soit-il. wokisme. Hein. D'accord. Ça. Et vous, vous êtes de quelle religion? Moi, je mélange les religions. Moi, je mélange les religions. Je suis, allez, on va dire, je suis peut-être à, il y a de tout, il y a de toutes les religions en moi. Je suis un peu mélangeur de religions, on va dire. Bon, on va dire athée, alors agnostique, c'est-à-dire vous prenez les religions comme une philosophie, comme une culture, c'est ça? Je prends les religions comme une culture. Culture, Je voilà. prends ce que je veux, et je rejette ce que je veux. Voilà. Mais Donc en c'est-à-dire, réalité, aucune de religion ne peut me voir comme étant, comme lui appartenant. Parce hmm. que les religions, c'est un tout. Il faut tout accepter. On ne peut pas accepter une chose et rejeter une autre, que ce soit en islam ou ailleurs. Alors que moi, j'accepte des choses. Je trouve qu'il y a des choses bien dans l'islam, il y a des choses bien dans le christianisme, dans le judaïsme, mais il y a des choses qui m'intéressent moins. Et donc c'est pour ça que, voilà. Mais je prends comme je veux. J'ai le droit de prendre. Et votre Je suis famille, dans une voie de musulmane, bien sûr. Ma famille est et, musulmane. donc, Comme presque tout le monde en Algérie. quand est-ce que vous avez switché entre être musulman officiellement et être plus, on va dire, libre de votre Ah, de les continuer musulmans sont libres aussi, hein. Les musulmans sont pas enfermés. Je considère pas qu'un Oui, musulman mais est enfin, je veux dire, enfermé. depuis quand vous vous considérez plus musulman, peut-être, je pourrais dire ça Non, officiellement. depuis toujours, j'ai toujours été sur une voie Ah, d'accord. que j'ai découvert par la suite, qui s'appelle grosso modo le gnosticisme. Le gnosticisme, et le gnosticisme a été très vivant, a été très actif au Maghreb, comme par hasard, a été très actif en Afrique du Nord, historiquement. Et Il n'y a ça jamais eu de consiste en quoi temple. exactement? Ça veut dire quoi? Ça consiste à chercher la lumière là où elle se trouve. Ça signifie qu'en réalité, si on prend les religions, chaque religion pense avoir toute la lumière. Hmm. Les musulmans, si on prend un musulman, lui, il a tout vrai et les autres sont tout faux. Un Hmm. catholique, c'est pareil. Un catholique a trouvé la vraie religion. Toutes les autres religions sont un égarement. Le juif, c'est pareil. Et en général, comme on dit en arabe, an-nasu ala din wa aba'ihim, ça signifie les gens sont sur la religion de leurs parents. Ça signifie comme par hasard, le musulman, il est né, et il est né sur la religion parfaite, et le catholique, pareil, le chrétien, pareil, le protestant et tout. Donc, moi, qui parle à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde. Je suis pas sectaire. Je ne dis pas celui-là a raison, celui-là a tort. Moi, ce que je fais, je regarde et puis je prends ce qui m'intéresse. Je trouve que chacun a un bout de lumière. Chacun a un bout de lumière. Et moi, je veux aller vers les lumières. Et quand on regarde, là, j'ai des livres chrétiens, musulmans, juifs. J'ai ici une croix qui est accrochée, une croix chrétienne. J'ai un truc ici chrétien. J'ai des symboles chrétiens. J'ai un verset coranique accroché au mur. Hein, d'accord? Je vais, je ramène ça. Ok. Ok? Une seconde.
prends deux exemples rapides, hein. Ça, c'est c'est une icône que j'ai prise du mur, hein, ok? Ouais. C'est une icône chrétienne orthodoxe. Ça vient d'un monastère. Là, j'ai pris du mur, hein, je viens d'enlever, hein, c'était scotché, c'est scotché depuis plusieurs semaines. Ah, ça disparaît. Ouais. Ok. Ok, Le, du c'est un Coran. verset coranique, c'est le 1287, hein, qui dit de ne pas désespérer de l'esprit de Dieu. Ok. Et puis j'ai plein d'autres artefacts autour. Voilà, je dois avoir un des tomes du Zohar quelque part, juif, de Shimon Bar Yochai. Ok, donc moi je suis dans une recherche. Je suis dans une recherche. J'ai quelques livres de Guénon, j'ai plein de choses en fait. Je suis dans une recherche avec l'esprit libre. Alors, plein de gens vont par exemple me féliciter d'avoir ça. Faut dire, ah, c'est génial, je suis très heureux que tu aies ça. Mais ça, tu devrais pas lire. Et le contraire est vrai aussi. Il y a plein de gens qui disent, ah, vraiment, merci Allah, tu as du Coran sur le mur chez toi, c'est génial. Mais pourquoi tu ne rejettes pas pourquoi ça tu ne rejetterais pas? Pourquoi tu ne rejetterais pas cette pièce-là? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je vais au-delà des religions, je vais au-delà des frontières qui les constituent. Voilà, c'est tout. Et je cherche ma voie là-dedans. Et peut-être que je la trouverai un jour, peut-être jamais. C'est ce qui est intéressant, c'est le chemin, c'est pas avoir trouvé. Moi, je prétends pas avoir trouvé. Moi, j'ai rien trouvé du tout en réalité. Je suis en train de chercher, c'est tout. Est-ce que vous buvez de l'alcool? De très loin en très très loin, ça peut m'arriver, mais c'est presque jamais, pour ainsi dire. Presque jamais. Et est-ce que vous mangez du porc? Non, jamais. Jamais, pas envie. C'est religieux ou c'est pas Non, pour ça, parce que pas non, envie? il faut voir une chose. Alors, un truc, beaucoup de gens occidentaux pensent que le musulman n'attend qu'une seule chose, que se libérer de l'islam pour aller vite manger du porc. En réalité, non, en réalité, c'est pas ça. En réalité, il y a même des chrétiens arabes, et qui sont arabes depuis très longtemps d'ailleurs, qui mangent pas de porc. Tout simplement, comme le porc est mal vu est vu comme un animal très impur dans dans la culture arabe, même pas musulmane, arabe déjà, avant d'aller à la culture musulmane. Ah, c'est culturel, Eh c'est pas bien, religieux. c'est c'est les deux. En réalité, en islam, j'ai d'ailleurs un ami qui a écrit un livre justement sur ça, sur cette question, la différence, où est la frontière en islam entre la culture et la religion. C'est une frontière très floue. Et la Et il y a politique. plein de choses. Comment? Et Et la politique politique. aussi, bien sûr, Mhm. on peut même aller jusque-là, et politique aussi. Et en fait, effectivement, par exemple, la question du porc, elle est religieuse, mais elle est aussi culturelle. C'est les deux. Ça signifie, quand le, quand le porc a été interdit à la Mecque, je suis pas sûr que beaucoup de gens mangeaient du porc de toute manière, hein. Je pense pas que D'accord. les gens à la Mecque étaient en train d'élever du porc et en manger. Je pense déjà ils n'en mangeaient pas. Donc il a été interdit. Bon, bah il est interdit, il est interdit. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? De toute façon, on n'en mangeait pas. C'est comme Ok. si j'arrive à Paris, j'interdis de manger du crocodile, hein, ou du kangourou. Ça se mange déjà pas. Donc, et en fait, par la suite, même si on n'est pas, il y a plein d'ex-musulmans par exemple qui mangent pas de porc. C'est pas, c'est parce qu'il y a viscéralement cette vision que c'est un animal impur. Pour donner un exemple peut-être un peu extrême, c'est, c'est quand par exemple manger du rat. Ok. C'est du même niveau. Mhm. Là où dans le bassin méditerranéen par exemple, c'est très mal vu. Je peux comprendre et respecter qu'ailleurs c'est ok, mais il y a des gens qui vont frire des araignées et les manger en Amérique latine, tout ça, c'est pas notre truc. C'est juste chacun est habitué à une certaine manière de manger. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est pas facile à changer. D'accord, ouais, ça a du sens. Et est-ce qu'en France, vous pensez qu'il y a un problème avec l'islam? Est-ce que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose? Non, pas du tout. L'islamisme, c'est pas la même chose. L'islamisme, c'est une doctrine. C'est une doctrine politique, c'est une doctrine internationale qui est portée par certaines structures, entre autres les frères musulmans. Il n'y a pas que les frères musulmans, mais entre autres les frères musulmans. Et c'est une structure qui veut prendre en charge, c'est un mouvement politique, hein, au lieu de dire structure, on va dire c'est un mouvement politique, religieux politique, qui veut justement faire de l'entrisme un peu partout et qui veut prendre le pouvoir sur les sociétés, faire une mainmise sur la société, par le biais de la politique et par le biais du social. Là où il y a
des musulmans. Je sais que nous en Algérie, par exemple, on a subi ça. On l'a subi tellement bien que j'ai l'impression qu'ils ont presque gagné aujourd'hui, quoique on commence un peu à se réveiller de cela. Mais là où il y a de l'immigration musulmane, il y a malheureusement ce risque. Parce que l'international islamiste va prendre appui sur les musulmans à la base. Et va prendre appui sur une recherche identitaire de la part des musulmans, sur un mal-être culturel, va répondre à un malaise. On a des gens, par exemple, on a une immigration musulmane en France, par exemple. Cette immigration musulmane, bon, elle va faire des enfants et tout ça, qui parfois vont se sentir en décalage par rapport à leur société. Ils vont se dire, ok, je suis français, mais en même temps, je suis pas français. Je suis français, mais en même temps, mes parents, mon nom, tout ça, c'était pas la même chose. Mon histoire à moi n'est pas la même que l'histoire de Jean-Claude, mon ami avec lequel je travaille dans cette entreprise. Il y a une différence. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes us et coutumes, nos grands-parents sont pas enterrés aux mêmes endroits, on n'a pas les mêmes références civilisationnelles. Et puis en plus, je suis rejeté, je me sens pas chez moi. Et donc, c'est sur ce mal-être que J'exploite. l'internet qu'ils exploitent, exactement. Ils viennent apporter des réponses. Voilà. Je viens t'apporter des réponses. Voilà ce que tu es. Tu es musulman. Et on va transformer l'islam, qui est normalement une religion, on va la transformer en identité complète. Ça va devenir une nationalité, ça va devenir un projet civilisationnel, culturel, encadrant toute la vie. Et quand les gens succombent là-dedans et puis ils rentrent dans l'islamisme, c'est vrai que ils trouvent un confort. Ils trouvent un certain confort douillet, ils trouvent une communauté. Et il faut insister dessus, hein, c'est important la communauté. Parce qu'on vit aujourd'hui le problème de la solitude. On en parle vraiment dans des sociétés individualistes, comme les sociétés occidentales. Il y a des gens qui sont musulmans ou pas d'ailleurs, qui souffrent d'isolement. Des vieux que personne ne vient voir, des jeunes qui sont seuls. On a aussi la monétisation des relations. Aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir d'amis. Parce qu'avoir des amis, ça coûte. Il faut sortir avec eux, il faut aller au resto, faire des activités, tout ça, ça coûte de l'argent, ça. Et donc, soudainement, quelqu'un, d'ailleurs les mouvements sectaires en général, ils jouent sur ça, les mouvements sectaires. Ils savent que des personnes sont seules, ils savent qu'il y a un isolement dans la société, il y a la solitude. Parfois la solitude de manière générale, mais parfois suite à des accidents de vie. Un divorce, des décès, des maladies, tout ça, du chômage, tout ça. Et donc, c'est là où on va retrouver ces mouvements qui viennent prendre en charge la personne et lui offrir une véritable communauté. L'islamisme, il a quand même un avantage, c'est qu'il offre une vraie communauté. Hmm. Des gens qui rejoignent un mouvement ou un groupe islamiste, je ne parle même pas de violence ou autre, hein, ceux qui rentrent dans cette mouvance, dans par exemple la mouvance salafiste, ben, ils sont tout le temps invités, leur salon se désemplit plus, leur carnet d'adresses se remplit, des gens les appellent, comment ça va mon frère, tu viens demain, on va à la mosquée, tout ça. Ça crée une vie communautaire et les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'islamisme souvent vient faire de la prédation sur des terrains qui ont été abandonnés par la société de manière générale en fait. Là, c'est C'est ce qui souvent manque ça. au camp, on va dire, patriote, parce qu'il y a plus ça chez la plupart Voilà. Il des- y a un manque, il y a un trou, il y a un manque. L'islamisme vient le prendre. Et si c'était pas l'islamisme, ça aurait été autre chose en réalité, hein. Tous les mouvements, il y a plein de mouvements sectaires et autres qui profitent justement de certains manques, d'un vide. Et puis ils viennent, ils arrivent. Quand par exemple, il y avait des missionnaires qui débarquaient en Afrique dans des endroits pauvres et ils faisaient de l'humanitaire. Mais c'est bien qu'ils fassent de l'humanitaire, j'ai rien contre. Mais en même temps, il y a un petit côté prosélyte. Ne serait-ce que ils vont pas dire tu te convertis au Christ, je te donne à manger. C'est pas ça, ils donnent à manger à tout le monde. Mais les gens se disent waouh, ils sont chrétiens, ils sont sympas, ils sont venus, ils m'ont donné à manger, ils m'ont aidé, ils ont soigné le Hmm. petit. Ça doit être des gens bien. Et c'est comme ça que beaucoup se sont convertis au christianisme. Ah ben, les islamistes font pareil. Ils arrivent dans un endroit, ils arrivent dans un quartier en France, la police l'a abandonné, les autorités locales l'ont abandonné, ils chassent par exemple les dealers de drogue. Voilà. Là, soudainement, les gens respirent. Ils disent, ah oui, depuis que les salafistes sont là, on respire mieux, on peut sortir le soir. Il y a moins de, il y a moins de deals, le calme est revenu. Et après, bon, il y a une famille qui a un problème, ils vont l'aider, tout ça. Donc, on est dans du social. Ils arrivent souvent par le bras Ouais, Ils social. font, ils font du travail de terrain, en fait. Exactement, ils font du travail de terrain là où les autorités sont dépassées. Ouais. Et Ou voilà. même les politiques, les politiciens locaux Oui, ne font plus, en fait. oui, absolument, Hmm. absolument.
Et est-ce que vous pensez que l'islamisation de la France, de l'Europe, est un problème? On dit souvent, moi j'ai l'impression que le Royaume-Uni s'islamise plus que la France, les plus avancés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, une époque, je pensais que c'était un problème. Aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Aujourd'hui, c'est plus mon problème. Qui veulent s'islamiser, qui s'islamisent. Qui s'islamisent. C'est leur choix parce qu'ils Franchement, se laissent faire. c'est leur choix, c'est leur choix. Parce qu'en réalité, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai arrêté la bataille. Il y a une raison derrière. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui a envie d'en finir avec la vie. Vous allez le sauver parce qu'il est au bord d'une fenêtre. Puis le lendemain, il est au bord d'un précipice. Le lendemain, il veut se jeter dans l'eau. Le lendemain, il a un sac sur la tête. Ok? Puis au bout d'un moment, vous comprenez que il a vraiment envie d'en finir. Quoi que vous fassiez. Hein. Alors, les Européens ont envie d'en finir. Bah, je les laisse en finir. Qu'est-ce que ça va me faire, moi? Hein, qu'est-ce que je peux leur faire? Je peux rien faire. Ils sont ouverts à toutes les idéologies destructrices. Ils ont accepté l'islamisme, mais le wokisme, qui est en train de détruire leurs enfants, en train de détruire leur société, en train de détruire leur jeunesse, on en dit quoi là? Je veux dire, pareil, ils sont ouverts à ça. Et si demain, une nouvelle abomination idéologique surgit n'importe où dans le monde, qu'elle surgisse au Brésil, qu'elle surgisse en Afrique du Sud, aux États-Unis ou peu importe, ils seraient les premiers à l'embrasser parce qu'ils veulent en finir. Ils ont ras-le-bol de vivre civilisationnellement parlant. C'est une civilisation qui veut disparaître. Ils ont cette volonté. Donc au bout d'un moment, moi je les vois habités par une parole de mort. Pourquoi ils sont habités par une parole de mort? Parce ils ont jeté la parole de vie. Hein. Ça c'est la parole de vie. Ils l'ont jetée. D'accord? La Donc, parce vie et qu'ils le sont chemin. moins religieux, ils se défendent moins, ils sont moins. Ils ont perdu le système immunitaire qui leur permet de se défendre. Parce que un système immunitaire est fait d'une culture, il est fait d'une langue, mais il est fait aussi d'une religion. C'est important, hein, c'est essentiel de l'avoir. Et c'est quelque chose qui doit être affirmé avec force. Hein. Si on voit par exemple la Hongrie, j'étais à Budapest à de nombreuses reprises, euh, il y a 3 églises par rue, et elles sont ouvertes toute la journée, et les gens le matin, moi je suis rentré pour voir, les gens tôt le matin, hein, si on rentre dans une église à Budapest à 7 heures du matin, par exemple, on va voir plein de jeunes, des étudiants des fois, qui avant d'aller au lycée, arrivent, prient 5 minutes et ils partent. On voit des cadres, on voit des vieilles, on voit des vieux. Ça, c'est bien. Ça c'est bien, toute la population est représentée. Et donc, ici au Royaume-Uni, les églises sont fermées, sont transformées en bars, sont transformées en restos. Et puis, même celles qui sont actives sont ouvertes 1 heure ou 2 par semaine. Elles ouvrent parce qu'il n'y a pas de volontaires, il n'y a personne pour s'en occuper, il n'y a pas de quoi payer le chauffage, il n'y a pas de quoi payer l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse fermer, puis une fois le dimanche, il y a un gars qui arrive, il ouvre pendant 1 heure ou 2, de toute façon il n'y a personne qui vient, et puis ils partent. Donc la Hongrie, par exemple, est moins touchée par le wokisme, est moins touchée par l'islamisme, est moins touchée par ça. Mais En quand réalité, même, tôt ou tard, vous avez dit que vous ne vouliez pas de lieu en Occident où, qui va être sauvé en quelque sorte. Vous avez dit ça tout à l'heure. oui, elle est en retard, je considère, parce qu'elle fait Voilà, partie donc, de l'Union européenne. elle fait partie des Maintenant, derniers pays qui pourront se défendre. voilà, elle fait partie des derniers pays. Peut-être de notre vivant, on verra pas. On verra pas la Hongrie se dégrader au niveau de la France, par exemple, Ça ou au va niveau arriver du quand même. Royaume-Uni. Mais ça, s'ils restent dans l'Union européenne, on leur imposera. Ça sera plus un choix. Ils devront le faire. Ils devront commencer à fermer leurs églises. Ils devront commencer à laisser le wokisme arriver et tout ça. Donc, le problème de l'islamisme, parce que je pense que c'est prendre le problème dans le mauvais sens. Et moi, je suis coupable. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Moi, je voyais que le côté islam. En réalité, le problème, c'est le côté perte de référence, le côté perte du système immunitaire civilisationnel des peuples, qui fait qu'ils seront ouverts à toutes les idéologies, qu'elles soient islamisme, wokisme ou autre. Peu importe ce qui viendra dans le futur, ça les détruira, parce qu'ils n'ont plus de système immunitaire. C'est devenu des peuples faibles, enfin, d'une civilisation qui se Ouais, laisse faire contre toutes les attaques. absolument. Et après, les attaques opportunistes. Forcément, il y a des attaques opportunistes. Le monde, il faut savoir, ben, c'est comme la conquête. Hein, si on imagine les conquistadors ou autres qui allaient faire le tour du monde, hein, une époque, le Portugal, l'Espagne, les diverses couronnes, ils envoyaient des gens à travers le monde, hein, en bateau, qui allaient explorer la planète à la découverte de nouvelles terres. Quand ils trouvent une nouvelle terre, ils descendent. Si on ne leur tire pas dessus, ils disent quoi? Bon, je plante le drapeau de mon souverain. Et là, il va planter le drapeau de la couronne, peu importe, du pays qui le finance.
et ça devient la propriété du pays en question. C'est comme ça que ça a marché, et ça a marché pendant longtemps comme ça. Donc, cette conquête-là ne s'est pas arrêtée en réalité, elle continue jusqu'à maintenant. On vient, on plante un drapeau civilisationnel, mais on le plante sur les terres qui sont à l'abandon. Donc, quand par exemple la France déclare, nous on est un pays laïque, on n'a pas de religion. Ok, c'est pas grave. Ben, l'islam arrive, nous on a une religion, on va s'installer chez vous. C'est bien que vous me dites que vous n'avez pas de religion parce que nous on va venir. Quand la France dit par le biais d'un ministre, toutes les cultures se valent. Ok, ben là il y a la culture américaine, en plus celle des bas-fonds, je parle même pas d'une culture digne de ce nom, parce qu'il y a du bien aux États-Unis quand même. Il y a le wokisme qui dit ah toutes les cultures se valent. Ok, ben on arrive, vous inquiétez pas. On arrive et on va changer vos enfants, on va changer vos familles, on va détruire toutes les fondations qui restent encore debout de votre pays. Voilà. C'est c'est quand des pays ne se protègent plus que par la suite ils deviennent ouverts à tous les Alors, vents. et l'immunité, c'est quoi alors pour se protéger? C'est la religion? C'est autre chose? Il y a autre chose que la religion? C'est C'est la religion déjà spirituel? très C'est quoi? importante, Mhm. spiritualité, la religion, la langue, la culture, les langues régionales, les langues locales aussi sont très importantes parce que c'est des langues régionales. Le régionalisme est plus puissant que le nationalisme en réalité parce que le régionalisme se base sur des tribus, se base sur des familles, se base sur des gens qui se connaissent, se base sur un réseau qui est beaucoup plus soudé que le réseau national. Et une indépendance du supranational, par exemple une sortie de l'Union européenne, une dignité ou une suprématie affirmée sur ses propres décisions, le fait de pouvoir avoir sa propre monnaie, faire ses propres lois, par exemple. L'attachement à son Compte- identité, dans tous les sens L'attachement, du c'est une terme. identité, mais il faut qu'il y ait des outils qui permettent de l'exprimer. Si on est dans un pays où on ne peut plus écrire ses propres lois parce qu'elles viennent de Bruxelles, où on peut plus gérer son économie parce que les décisions viennent d'ailleurs, où on peut plus gérer sa politique sanitaire parce qu'elle vient de l'OMS et elle vient de Bill Gates, où on peut plus gérer ses frontières parce que c'est Soros qui paye des passeurs et puis on est obligé de s'écraser. Au bout d'un moment, je vais dire, c'est fini quoi. Au bout d'un moment, on se croise les bras puis on regarde faire. Il y a plus rien à faire parce qu'on n'a plus les outils pour se défendre. Qu'est-ce que vous pensez de la Chine? Parce que eux, là, par exemple, c'est un pays athée, il n'y a pas de religion. Alors, est-ce que c'est un pays vide? Est-ce que c'est un pays qui se défend? C'est quoi dans votre esprit, dans votre imaginaire? Alors, j'ai pas visité la Chine. Oui, Ok, c'est pour donc ça j'ai que je pas pose la visité la question Chine. comme ça. Ouais, il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je le fasse un jour. Mais j'ai l'impression, bon, la Chine est un pays qui existe, à mon sens, depuis plusieurs milliers d'années, de manière organisée. On est d'accord, c'est pas un pays qui a été créé en 1950. Hein. C'est pas un pays Mhm. qui a été créé il y a 100 ans, il y a Il y a 200 une ans. C'est un identité pays, chinoise forte. il y a une identité chinoise très forte. Donc, même si elle se base pas sur la religion, mais elle se base sur une identité, sur une culture, sur une langue, Ok. sur un attachement farouche à un territoire, à une dignité, à une indépendance que, qui ne laisse aucune faille. Donc forcément, pour moi, la Chine, elle a beaucoup changé clairement depuis la mort de Mao à la fin des années 70. Elle a beaucoup changé parce que elle a changé sur le plan économique, dans le sens où si je regarde l'époque de Mao, il y avait quand même, il y avait beaucoup de problèmes économiques, il y avait de la misère, il y avait de la famine, tout ça, les familles des années 50, fin des années 50, début 60. Mais par la suite, il y a une sorte, et ça ce que je trouve drôle, il y a une alliance un petit peu contre nature entre l'État profond américain et la Chine. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire que par exemple, on va voir, on va voir Henry Kissinger, et on va voir ZB, hein, Zabrinski, qui vont devenir les fondateurs d'une alliance entre la Chine et les États-Unis. Et après, la Chine est rentrée dans ce qu'on appelle l'économie de marché. Elle est devenue l'usine du monde. Économiquement, ça aide beaucoup la Chine. Mais je ne vois pas la Chine devenir wokiste. Je ne vois pas la Chine parce que autant sur le plan économique, il y a une ouverture qui est en réalité dans un seul sens. C'est-à-dire que je prends l'iPhone là que j'ai devant moi, il est fabriqué en Chine. Je prends l'écran que j'utilise, la caméra, tout vient de Chine autour de moi en réalité. Tout est made in China si je regarde. Mais en même temps, je ne sais pas s'il est facile pour des Européens ou des Américains d'aller vendre en Chine leurs produits. Je ne sais pas si, par exemple, la Chine est prête à délocaliser et puis faire fabriquer ses produits à l'étranger. Je pense que la Chine a un système immunitaire très puissant.
Parce que ma vision, c'est que la Chine, elle défend ses intérêts en se disant, on a un monde qui est globalisé, on est obligé de jouer avec les cartes du globalisme économique et financier, mais on prend ce qui nous intéresse et on rejette ce qui ne nous intéresse pas. Si Apple veut qu'on fabrique des iPhones, ça crée des emplois, ça apporte du savoir-faire, nous on est prêts. On leur fabrique des iPhones. Et en plus, ça va nous apprendre, par le biais de l'arrivée de ces technologies, ça va nous apprendre à développer des personnels très pointus, très spécialisés, qui nous permettra de fabriquer d'autres choses que les iPhones, qui nous permettra de fabriquer des choses très pointues. Je parlais dans une vidéo il y a quelques jours, il y a un groupe chinois qui a réussi à fabriquer le moteur diesel le plus performant au monde en termes d'économie, avec une efficacité de 53%. Ça a été montré dans un salon au nord de la Chine, et même les Allemands de TÜV ont dit waouh, ni Mercedes, ni BMW, ni Volkswagen ont réussi à fabriquer un moteur diesel aussi pointu. Donc, la Chine, je pense qu'elle a compris comment bien jouer avec le système. Mais en même temps, ce n'est pas parce que, du côté chinois, j'ai l'impression qu'ils disent, ce n'est pas parce que on vous fabrique des iPhones, ou on fabrique des écrans d'ordinateur, ou on fabrique des moteurs diesel, qu'on vous permet en même temps d'importer votre wokisme chez nous. Ou Hmm. qu'on va s'ouvrir à l'immigration et on va ouvrir nos frontières et ramener des boat people de partout comme vous faites chez vous. Ou que on va libérer les criminels comme vous faites chez vous. Je pense que il y a une et il y a une chose aussi, un truc. Donc je, je dis des fois des bonnes choses sur la Chine, des fois je critique la Chine, mais il y a une chose sur laquelle j'admire la Chine, j'ai l'impression qu'ils rigolent pas avec la corruption. Ici, au Royaume-Uni par exemple, et en Europe, la corruption aujourd'hui pire qu'en Afrique. Ah oui? Comment Pire ça? qu'en Afrique. Ouais. Durant le Covid, durant ce qu'on a appelé le Covid ou la crise sanitaire, on a eu on a des ministres qui ont commencé à donner des marchés publics par WhatsApp. Ils les ont donnés à leurs copains, ils les ont donnés à leurs épouses, à leurs frères et sœurs, ils les ont donnés à leurs barman. On a s'est retrouvé avec des barman de 23 ans qui ont obtenu des contrats de 150 millions de marchés publics juste sur WhatsApp. On a dépassé très largement la corruption africaine Ok. ici. Comment vous définirez vos idées politiques? Est-ce que vous êtes plutôt de gauche, plutôt de droite? Je crois que vous m'avez dit une fois que vous étiez plutôt marxiste. Est-ce que vous êtes quelqu'un de gauche, un patriote de gauche, souverainiste de gauche? Comment on peut vous définir? Sur le plan économique, je fais partie de la gauche. Sur le plan économique, je fais partie de la gauche. C'est une sensibilité que j'ai depuis mon enfance. J'ai grandi dans un pays de gauche. C'est pas quelque chose qu'on va changer, qui changera pas durant cette incarnation. Euh, Par rapport au marxisme, j'ai d'ailleurs, j'en parle souvent. J'ai une vision très marxiste de la société, et en particulier de la lutte des classes, et en particulier de l'économie, et en particulier de l'effet des forces de l'argent sur la société. Je pense que Marx, dans son livre Le Capital, qui a été écrit dans les années 1800, dont je conseille la lecture, mais personne ne l'a lu, parce qu'il est énorme, il est très volumineux comme livre, donc il y a peu de gens qui vont... quand on lit le livre du Capital, on va dépenser autant de temps que lire probablement 20 autres livres. Donc la majorité des gens préfèrent lire 20 autres livres que de lire le Capital. Mais dans le livre du Capital de Marx, il a pratiquement, il est prophétique. On a l'impression qu'il est prophétique parce que il a été écrit dans les années 1800, mais les mécanismes qu'il décrit, c'est pas un livre idéologique parce que beaucoup de gens parlent de marxisme en disant oui, c'est idéologie. Le livre de Capital n'est pas un livre idéologique du tout. Il y a des tableaux dedans, il y a des chiffres, il y a des formules. Et parfois, il faut s'accrocher pour les comprendre. C'est un livre d'économie. C'est un livre qui explique des phénomènes d'observation. Donc le gars n'est pas en train de parler d'idéologie, il est en train d'observer. Et ces observations sont tellement pointues, tellement précises, que nous sommes aujourd'hui en 2024 et elles sont toujours vraies dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que les mécanismes qu'il décrit dans son livre, qui expliquent comment les forces de l'argent écrasent les forces du travail pour leur extraire le maximum de valeur, à l'époque, dans les années 1800, on faisait même travailler les enfants. Le Factory Act de 1833, qui était la première fois où on a tenté de limiter le travail des enfants, a été reçu avec beaucoup d'hostilité de la part des forces de l'argent. Ils ont crié au scandale.
Ils ont fait des pieds et des mains au niveau, ils ont fait de l'entrisme politique pour faire en sorte que cet acte de 1833 collapse et ne soit pas appliqué. D'ailleurs, il n'a pas été appliqué en grande partie. Et il a fallu attendre 1844 pour qu'il y ait un autre acte qui vienne le réaffirmer. En fait, c'était quoi? C'est quoi l'enjeu? On leur a dit ne faites pas travailler les enfants. Et on trouvait dans les années 1800, au milieu des années 1800, on trouvait des gens qui mouraient au travail, qui travaillent tellement jusqu'à ce qu'ils mouraient. On peut même citer des noms, des gens qui sont morts tellement ils ont travaillé. Parce que, genre, une certaine Mary Walkins qui était à Londres en train de coudre des robes pour les dames de la noblesse, qui vont de balle en balle. Sauf qu'elle travaillait 20 heures par jour. À 23 ans, elle a collapsé morte dans un atelier de couture, bondé de gens. Ok. On trouvait dans Londres, on trouvait quand on leur a interdit de faire travailler les enfants de moins de 13 ans, on trouvait des annonces dans le journal qui disaient cherche pour usine des enfants pouvant passer pour 13 ans et plus. Pouvant passer. Ça signifie, ramenez-moi même 11 ans, 10 ans, c'est pas grave. S'il a un peu de gabarit, puis on peut mentir en disant qu'il a 13 ans, c'est bon. Quand la loi, toujours dans les années 1800, a commencé à dire, les gars, ces enfants que vous faites travailler dans les usines, dans des conditions très dangereuses souvent, eh bien, il va falloir qu'ils fassent un peu d'école. Il va falloir les envoyer à l'école. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On disait à chaque usine, vous devez envoyer quelques heures par semaine les enfants à l'école et garder un document de l'école comme quoi ils ont été. Eh ben, on commençait à trouver des papiers, des certificats de scolarité signés avec une croix. Pourquoi? Parce que le prof, l'instituteur qui signait était illettré. Donc on a commencé à voir des écoles où il y avait des illettrés qui ramenaient les gamins dans des salles bondées, qui les gardaient pendant quelques heures, qui mettaient une croix sur un certificat qui les laissait partir. Tout simplement pour plaire aux forces du capital. Donc les forces de l'argent, les forces de l'argent avaient, quand on regarde l'observation qui est faite par Marx et d'autres dans les années 1800, et qui est basée sur des choses qui ne sont pas discutables, elle est basée sur des lois, sur des articles de journaux, sur tout ça, c'est du factuel, je parle, c'est pas d'idéologie. Elles avaient mis la société intégralement en esclavage. Quand on Oui, arrive, ouais. ouais, je vous laisse finir, allez-y, quand on arrive. Quand on arrive dans les années 1900, elles ont envie de faire quoi? Elles ont envie de faire un reset du système de production, comme l'avait prévu d'ailleurs Marx. Et là, on a la première et la deuxième guerre mondiale. Voilà. On a par exemple 1929, la crise économique, le crash boursier de 1929. Et là, l'économie collapse aux États-Unis, puis partout. Après, on a une contagion qui va partout. On arrive 1939, 10 ans plus tard, deuxième guerre mondiale qui commence. Au moment du début de la deuxième guerre mondiale, le monde était fauché, l'économie avait collapsé partout. On était encore en dépression en 1939. La dépression de 1929 continue en 1939. Et pourtant, on a trouvé l'argent pour faire la deuxième guerre mondiale. Et que se passe-t-il en 1945? Quand on sort en 1945, c'est le début des 30 glorieuses. Entre la dépression et les 30 glorieuses, il y a quoi? Deuxième guerre mondiale. Reset de l'outil de production. Ok. Donc, le risque aujourd'hui, si on ne fait pas gaffe, parce qu'après, on a les 30 glorieuses, on est rentré dans la soft power et tout ça, si on ne fait pas gaffe aujourd'hui, on reviendra très vite dans les années 1800 et avant. On se retrouvera à travailler pour ces gens-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut faire très gaffe. Voilà. Bon, vous avez nommé pas mal de problématiques, oui, du capitalisme extrême. Après, je ne sais pas si le marxisme est la solution. Parce que là, vous habitez au Royaume-Uni, mais ce n'est pas du tout marxiste. Je ne sais pas s'il y a des exemples de pays dans le monde où il y a le marxisme qui peut être appliqué. Je ne Où suis on pas dans connaît quelques l'application du exemples. marxisme. Je suis, oui, de saisir l'outil de production et tout ça, mais je suis d'accord avec Marx. Je suis pas d'accord avec lui nécessairement sur la solution, Sur mais je suis le, d'accord avec lui sur l'observation. hmm, sur le Parce que diagnostic. sur le diagnostic, c'est ça. C'est-à-dire que lui, d'ailleurs, dans le capital, en réalité, dans le capital, il y a très peu de solutions qui sont offertes. Hmm. C'est un livre, et si on prend la version audio, par exemple, la version Audible, elle fait 109 heures à écouter. C'est énorme. Si on prend la version papier, je ne l'ai pas ici, il est dans une autre pièce, c'est épais comme ça, quoi, selon les éditions. Ou bien il peut arriver en plusieurs tomes, d'ailleurs. Je préfère en plusieurs tomes parce que les éditions en un seul tome sont généralement illisibles, tellement les caractères sont petits. Mais
il va décrire la circulation du capital, il va décrire le travail, il va décrire l'inflation, il va décrire le crédit, il va décrire plein de choses. Mais c'est toujours de la description qu'il fait. C'est assez rare qu'il donne qu'il donne ou qu'il tente de donner une solution. Il n'y a pas Parler de vraiment beaucoup de solutions. solutions. Alors maintenant, qui peut donner des solutions? Alors, vous avez parlé de... Donc, vous suivez l'actualité politique, vous avez parlé de l'Union européenne. Donc, je vois que vous avez, que vous relayez l'actualité de Florian Philippot. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous le représentez? Est-ce qu'on peut dire que vous le soutenez? Vous appelez à voter pour lui? C'est quoi votre positionnement? Non, je représente pas Philippot, bien entendu, non, je le représente pas, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie déjà sur le plan personnel, c'est-à-dire que je le connais personnellement et je l'apprécie sur le plan personnel déjà. Et pour moi, c'est essentiel. Avant de parler de politique, hein, parce que il y a j'ai plein d'amis que j'apprécie sur le plan personnel, mais je suis pas du tout aligné avec eux sur le plan politique. Donc Alors, pour moi, Monsieur Philippot, c'est qui sur le plan personnel en quelques mots? Comment on peut le décrire? en personnel, c'est un très bon ami. Voilà, c'est un ami. On échange sur plein de sujets. On se rencontre chaque fois que je suis à Paris, je le rencontre, on mange ensemble, on discute, tout ça. Ça peut être de politique, mais ça peut être d'autres choses. Et en même temps, moi, j'aime bien Philippot, j'aime bien sa sincérité, la sincérité des gens qui gravitent autour. C'est des gens très motivés, c'est des gens qui regardent tous dans la même direction et aussi la sincérité des militants. Quand il m'a invité à Arras, j'ai été voir le congrès annuel des Patriotes. J'ai rencontré des Français venant de partout. Ils venaient, mais franchement, de tout le pays. Et j'ai eu ce bain de foule, littéralement. Et j'en ai discuté avec plein. Tout âge, toute origine. Il y avait de tout. Il y avait des blancs, des noirs, des musulmans, des chrétiens, des juifs, il y avait l'handicapé dans sa chaise roulante, il y avait le retraité, il y avait le jeune père de famille, la jeune maman, il y avait franchement de tout. C'était pas un parti où on arrive et on se dit, c'est un parti d'une caste sociale. Non, c'était un parti qui représentait la France dans toute sa transversalité. J'étais très content de cela. Et tous étaient apaisés, il n'y avait pas de, j'ai pas senti de haine ou de rejet ou de machin, mais j'ai senti que c'était des gens qui voulaient prendre leur destin en main. C'était une volonté très noble et je ne peux que la soutenir. Des gens qui veulent prendre leur destin en main. Voilà, d'abord. Et ce que j'aime bien chez les patriotes, c'est cette volonté très claire, très clairement affichée. Sortir de l'Union européenne. C'est pas faire une meilleure Union européenne, c'est pas rester dans l'Union européenne mais faire comme on veut. Non, c'est vraiment sortir et reprendre sa souveraineté en main. Parce que les Français pourront jamais décider de quoi que ce soit tant que leur souveraineté est entre les mains de Bruxelles. Il y a d'autres Voilà. qui disent ça. Il y a Asselineau, il y a Kumanovic. Oui, Qu'est-ce que vous pensez d'eux? oui, Asselineau, bien sûr. Asselineau, il dit ça aussi. Et Asselineau, c'est vrai que j'apprécie beaucoup Asselineau, hein. Il faut pas croire que, parce que je sais que il y a des fois quand on regarde dans les médias sociaux, il semblerait qu'il y a quelques frictions entre le mouvement d'Asselineau et de Philippot. Moi, j'apprécie le mouvement de Filippo et j'apprécie aussi le mouvement d'Asselineau. J'apprécie les idées d'Asselineau. Et j'écoute Asselineau d'ailleurs. J'ai aucun problème avec Asselineau, vraiment. J'écoute Asselineau, il fait des vidéos très intéressantes, très pointues, très techniques. J'aime beaucoup. Des fois, j'écoute ses vidéos en prenant des notes et après en allant chercher parce qu'il décrit des lois, il décrit des mécanismes, il décrit des traités et tout ça. Il est très, très, très fort là-dedans. Qu'est-ce qui le différencie de Philippot? Je trouve qu'ils sont complémentaires. Je trouve qu'ils sont complémentaires. Je pense que dans un monde idéal, j'aurais voulu, mais ça c'est ma position personnelle, hein, je ne suis pas en train de parler au nom des patriotes ou d'exprimer quoi que ce soit, vraiment perso là je parle. Moi j'aurais voulu que les deux groupes puissent jouer de leur complémentarité et travailler ensemble. Parce que je pense qu'ils se complètent. Je Et pense vraiment qu'ils se... Kumanovic, vous connaissez? Non, je ne le connais pas. C'est qui? Mais il est à Je ne peu connais près sur pas. la même ligne. Hmm. Il était autrefois avec Mélenchon, donc il est de Ah gauche. d'accord. Mais il est maintenant sur une ligne beaucoup plus Frexit, souverainiste. euh, voilà, et aussi plutôt anti-immigration. Je l'ai appris Pour, pour, récemment. pour être honnête avec vous, je pense que réellement, l'intérêt national dicte que tous ces groupes qui sont pour le Frexit se réunissent autour d'une plateforme de valeurs communes et puis travaillent ensemble.
Parce que le risque, c'est partir en ordre dispersé. C'est ce qui est en train d'arriver. Mais je pense que ces mouvements finiront par maturer suffisamment pour comprendre que leur intérêt commun est d'aller dans cette direction. Parce que sinon, ils partiront tous en ordre dispersé et que peut-être que collectivement, ils pèseront plus lourd que les candidats du système. Mhm. Mais comme ils sont dispersés, c'est toujours un candidat du système qui passera devant. C'est Candidat ça du le risque, système, malheureusement. est-ce que vous accusez Reconquête et le RN de faire partie du système aussi, ou est-ce que vous considérez que le système, c'est quoi? C'est juste les macronistes? Comment on définit le système? Ouais, c'est dur de le définir. C'est vrai que le système, c'est tout le monde et personne à la fois. C'est clair, les macronistes, c'est le système parce ils sont au pouvoir. Non, je vais pas accuser les zémouristes ou autres d'être faire partie du système. Non, je pense que Zemmour, il avait quelque chose à dire. Il voulait représenter une aile dure de la droite. Je pense que Zemmour est né de la mollesse du Rassemblement national parce que le Rassemblement national s'est Vous éloigné un trouvez petit qu'ils sont peu. mous? Comment? Ils sont mous, le Rassemblement national? Ah, c'est pas qu'ils sont mous, les Rassemblements nationaux sont foutus, c'est fini, c'est rien du tout. C'est un artefact de l'histoire, le Front National. Je ne me demande même pas pourquoi ils existent aujourd'hui, honnêtement. Ils n'ont Et rien à pourtant, dire. ils sont en tête des Ah non, mais, sondages. ah non, mais je vais dire, moi je voterai Macron au lieu de voter Rassemblement National. Ah bon? Honnêtement. Ah, honnêtement. Honnêtement, mais je préfère voter pour Macron que voter pour ses laquais. Pourquoi? Je veux dire, je ne vais pas voter Macron. On est d'accord, je ne vais pas voter Macron et je n'appelle pas à voter Macron. Qu'on soit clair, qu'il n'y ait pas de Bah, malentendu de toute entre nous. façon, vous êtes pas français, donc vous pouvez pas voter, Non, je suis mais pas français, mais si je devais voter, mettons que je dois voter maintenant, mais le flingue sur la tête, Macron ou les laquais de Macron, ben, je vote pour Macron. Moi, j'ai la version originale. Pourquoi je vais aller chez ceux qui lui cirent les bottes? Pourquoi? Je préfère lui. Le RN sur les bottes de Macron? Le RN n'existe pas. Le RN n'a aucune colonne vertébrale idéologique. Le RN surfe sur le vent. Le RN, juste, il surfe. Comme ça, un petit peu, ils essayent de gérer leur barque en fonction des sondages, en fonction de ce qui est dans les news. Ils sont pro-européens déjà. Ils ont abandonné. Alors qu'ils savent que donc ils sont en train de mentir quelque part à leur électorat. Parce qu'ils disent oui, on est anti-immigration. Comment on peut être anti-immigration si on est pro-Union européenne? C'est pas possible, parce que c'est l'Union européenne qui gère tout ça. C'est l'Union européenne qui impose l'immigration. D'ailleurs, c'est 20 000 euros par migrant que la France ne prend pas. Je vais dire, il y a pas moyen d'être dans l'Union européenne et être anti-immigration, par exemple. Et moi, j'ai peur que le Rassemblement national, c'est une sorte de Meloni on the making, c'est un Tsipras on the making. C'est-à-dire que ils arrivent au pouvoir, et j'espère qu'ils arrivent au pouvoir d'ailleurs, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont au Rassemblement national, et ils sont pas d'accord avec moi. Je leur dis un truc, j'espère vraiment qu'un jour, vous allez avoir Marine Le Pen comme présidente. Sincèrement. Pourquoi? Parce qu'on pourra tous regarder ensemble. On pourra tous ensemble acheter du popcorn, n'est-ce pas? Et regarder ce qui va se passer. Et vous allez le voir. C'est tout. Ça finira en Mélanie. On la verra danser main dans la main avec Van der Leyen. On la verra main dans la main se balader. Hein. Mélanie, ce qu'elle a fait. Main dans la main avec Biden dans les jardins, affectueusement dans les jardins de la Maison Blanche. Ok. Et Why not? qu'en est-il de Reconquête? Qu'est-ce que vous en pensez? Votez plutôt Reconquête Rec- ou Macron? Alors, Reconquête, Reconquête pour moi, c'est extrême droite. C'est, je suis pas du tout sur cette ligne, vraiment pas du tout sur cette ligne. Je pense que quand Zemmour, comme je le vois, il appelle toujours à l'assimilation. Oui, il faut assimiler, devenir français. Mais moi, honnêtement, je vais dire ça affectueusement par rapport à Zemmour. Il y a pas du tout de haine, c'est ce que je vais dire. Moi, quand je vois Zemmour, je vois un compatriote qui a un problème. Je vois un Algérien qui a un problème. Vraiment. Il a un problème avec la guerre d'Algérie. 62, il y a eu la guerre, enfin, ça a fini en 62. L'Algérie est devenue indépendante. Il y a des gens qui ont mal avalé cela. Lui en fait partie. C'est l'impression que j'ai. Dans son histoire familiale, personnelle, et je dis que ce n'est jamais facile. Honnêtement, je comprends, ce n'est pas facile. Des gens ont vécu en Algérie, sont nés en Algérie, tout ça, ils ont dû partir. Je pense que c'est un traumatisme énorme. Et je suis sincère là-dessus. Ça a dû être un traumatisme énorme. Et les guerres, et c'est pour ça que je déteste les guerres, parce que les guerres, ça finit toujours en traumatisme. Ça finit toujours par des déplacés, des morts, des massacrés, tout ça. Et des fois, sur des générations, on n'en est pas sorti. Et lui, pour moi, pas Macron, C'est Zemmour, vous? ne représente pas une sensibilité franco-française aujourd'hui. Il représente une sensibilité d'un Algérien qui a mal vécu l'indépendance d'Algérie et qui aimerait bien une deuxième manche à cette guerre-là. Ok, mais moi j'ai envie de lui dire, Zemmour, s'il te plaît,
Assimile-toi à la France, intègre-toi complètement à leurs préoccupations d'aujourd'hui. Le français lambda ne vit pas en 62. Va dans le métro, parle aux gens. Je sais qu'il prend le métro, mais parle aux gens. Ils vivent pas en 62. Ils sont rentrés en 2024 et une nouvelle donne qui arrive. Donc voilà, il représente une extrême droite. Bon, Est-ce que à vous mon avez quand même avis, un sentiment de sympathie avec Zemmour parce que vous avez des origines algériennes mais oui, mais moi, moi en tant que nationaliste algérien, j'ai de la sympathie pour tous mes compatriotes, même quand je suis pas d'accord avec eux. Et Zemmour étant un compatriote, franchement, je le serrais dans mes bras, aucun problème. donc, Ces idées, je trouve qu'elles sont nauséabondes. Zemmour, t'es nauséabond. Tes idées, franchement, c'est affreux. Mais je t'aime beaucoup et je t'invite à un couscous sans problème. mais par contre, voter Macron ou Zemmour, on vote Zemmour. C'est pas comme Marine Le Pen, là, parce que là, vous avez dit Le Pen, Macron, on vote Macron, mais par contre, Macron ou Zemmour, on vote Zemmour. Non, non, Macron, Zemmour, je m'abstiens. Je vote ni l'un ni l'un Ah ni non, il ne faut l'autre. pas s'abstenir. Ah non, il est odieux. Non, 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 il est trop extrême. Il est trop extrême, Zemmour. Et le problème, Oui. c'est que quand on est dans l'extrémisme, voilà ce qu'on va faire. Sur le plan politique, voilà ce qu'on va faire. On va juste faire plaisir à une faction. On aura toujours un groupe qui va nous soutenir, hein, quelle que soit l'idée extrême qu'on soutient. Si demain je crée un parti et je l'appelle le Parti fédéraliste européen, et je dis, moi je veux plus de pays, moi je veux que le drapeau français soit interdit, que le mot France soit interdit. Je veux que ça devienne un département européen. Il y aura toujours Je suis des sûr suiveurs. que, oh ben bien sûr, j'aurai toujours des gens qui vont s'entourer autour de moi, qui vont dire génial, génial. Mais est-ce que c'est un projet politique sérieux? Non, je ne pense pas. C'est Donc quoi lui, c'est quoi qui est extrême? Ça veut dire quoi extrême? C'est quoi, par exemple? Extrême, par exemple, lui, ce qu'il appelle le projet qu'il a pris chez Lesquin, le mot rémigration. Le mot rémigration, Ça, c'est juste un pour mot. moi, c'est juste un mot, mais c'est quand même un projet. C'est un projet de dire mes compatriotes qui sont là depuis, je sais pas moi, moins de 3 ou 4 générations, n'ont pas le droit d'exister ici, et je veux les virer, eux et leur arbre généalogique du pays. C'est ce Ah que non, veut dire la remigration. la Ah remigration, oui, c'est que pour ceux qui sont au QTF qui ne sont pas français, qui sont, bah, si on est bah, là là, pendant une là, génération, on est français. le mot rémigration, il a pris, c'est un mot qui a un sens, il a été pris chez les scans, et il a un sens. Et la langue française est assez riche, et Monsieur Zemmour, qui est quand même un polémiste abouti, la connaît. Hein, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire qui permet de manière très pointue de dire ce qu'il a envie de dire. Quand il signe, il dit le mot rémigration. Pour moi, je vois du racial. Je vois tout ce qui est. D'accord. Moi, c'est ce que j'entends de lui. Et, Ok, donc vous le prenez dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire inverser l'immigration. C'est ça, vous le comprenez comme c'est ça. ça. Je le prends dans le sens littéral. Ça signifie tu t'appelles Mouloud, tu t'appelles D'accord. Redouane, tu t'appelles Fatoumatou, t'es noir, t'es machin. Ça a toujours voulu dire ça, la rémigration. Alors, lui a utilisé ce mot. Donc en utilisant ce mot, bah, d'ailleurs, il a collapsé de 18% à 5% quand il a sorti ce mot. C'est ça le truc. Je pense que c'est plus lié à la guerre en Ukraine, mais bon, ouais, on peut jamais être certain. Oui, on pourra jamais savoir les mécanismes profonds, mais la réalité, c'est qu'il est devenu la caricature de ce qu'il était au départ. Parce qu'au départ, il a eu quand même pas mal d'intentions de vote parce que Zemmour était parti quand même sur un discours très noble. Jusqu'au moment où il a commencé à attaquer ses compatriotes. Jusqu'au moment où il a commencé à dire Ouais. bon, je vais définir qui est français, qui ne l'est pas, et à un moment donné, certains doivent partir. Ça, c'est D'accord. faux. Mais imaginons qu'on Ouais. oublie le terme remigration, on n'en parle pas, mais sur le principe, il y a une OQTF, il y a un Afghan qui est en France en situation irrégulière, Ouais. il agresse les gens, il égorge les gens, lui, on l'exclut, c'est normal, on le remigre, enfin, on le remigre pas, mais on le renvoie chez lui. Ça, il n'y a pas de problème, vous êtes d'accord Alors, sur le moi, je principe. suis, moi, je suis pour l'application. Moi, en France, Ça, c'est je suis l'application même de la pas loi, pour. c'est tout. Oui, oui. En fait, je vais même vous dire un truc. En France, je pense qu'il faut cesser de sortir de nouvelles lois, y compris des lois contre l'immigration. Il faut absolument arrêter de nouvelles Il faut lois. juste appliquer Il les faut lois existantes. appliquer, parce que la loi qui existe est déjà bien faite en réalité. Sauf que il y a personne qui applique quoi que ce soit. Mais je suis d'accord. Moi, le gars qui est sous OQTF, il faut qu'il parte. Il faut le faire partir. Sauf que l'OQTF est devenu un fusible administratif, une sorte de carte administrative. Dans quel sens? Je suis flic. On m'appelle pour un vol à l'étalage. J'arrive, je trouve le gars, bon, je le ramène au commissariat, je réalise qu'il est sans papier. Voilà, il est sans papier. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de partir sur une procédure d'expulsion, qui est devenue tellement compliquée que franchement, les gens qui ont envie de rentrer chez eux ne vont pas se lancer là-dedans, c'est trop compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un papier,
Monsieur, je vous signifie une obligation de quitter le territoire français. Voici le papier. Après, je le laisse partir. Donc, pour moi, ça deviendra une manière de me débarrasser du problème. Je lui donne une OQTF, et voilà. Si ça se trouve, ce qu'on devrait faire, peut-être supprimer le concept d'OQTF. Ça signifie, on va dire, Vous les que si renvoyez, on c'est le tout. chope, on doit le renvoyer. Je ne peux pas lui donner une OQTF et laisser partir, parce que si ça se trouve, le piège, D'accord. c'est justement l'OQTF est devenu une sorte d'outil permettant de libérer des gens. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à quelque chose de plus Je dur. pense que vous êtes d'accord avec les idées que propose Éric Zemmour, mais vous n'êtes pas d'accord sur la sémantique parce qu'il prononce le terme remigration. Oui, Ah je oui, moi, vais il me prendre perd. notre exemple. Par exemple, Ouais. immigration zéro, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, immigration zéro, le problème c'est comme tout, zéro carbone, zéro immigration, zéro sucre. Pour moi, c'est une position qui est extrême. Et je pense, avec le temps aujourd'hui, je pense que tout ce qui est extrême est malheureusement inapplicable sur le terrain. Hmm. C'est, je pense que la France doit faire une sorte de moratoire sur l'immigration, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut réduire l'immigration. On est complètement d'accord là-dessus. Immigration Par contre, choisie. dire l'immigration choisie, c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le fait de dire zéro immigration, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'immigration choisie. Ça Ouais, là, je signifie suis que d'accord. demain, on a dans un hôpital, on a besoin d'un médecin, le gars est sud-africain par exemple, on peut pas le ramener parce on est sous le coup d'une immigration zéro. Donc on peut Ouais. avoir des problèmes avec ça. Donc c'est le mot zéro qui me Ouais. dérange. Mais Mais le problème, parce c'est que de je la sais, sémantique. Je pense que moi aussi, je ne suis pas d'accord avec le terme zéro ouais, immigration, mais je me bats un petit peu avec mes amis de Reconquête parce que j'ai hum, représenté Reconquête à une époque. Mais je sais très bien que Zemmour ne veut pas dire ça parce que je l'ai vu en hum. personne et je lui ai dit non, mais monsieur Eric, on ne peut pas empêcher l'immigration chinoise, japonaise, américaine de venir en France. Et lui, il m'a répondu oui, mais ça, c'est pas l'immigration. Mais si, c'est l'immigration. C'est Ah juste ben oui, on c'est n'utilise pas les l'immigration. mêmes termes. Mais à cause C'est du ça. terme immigration zéro, il passe pour un extrémiste. C'est ça. C'est-à-dire que zéro, justement, quand on dit immigration zéro, c'est tout de suite on est dans une Ouais. sémantique d'extrémiste et Mais après j'ai tout le monde se sent visé. voilà. Mais j'ai l'impression que sur les principes, on est plutôt d'accord. Par exemple, les clandestins qui viennent par bateau de migrants en Europe, vous êtes contre aussi, je suppose. Absolument. Voilà. Absolument. Donc finalement, Et vous êtes d'accord sur tout sauf sur le terme. oui, c'est ça aussi. Donc les termes, bon, les termes sont importants Dans un quand même. sens, le Euh, terme Par dans un exemple, sens. par exemple, l'immigration de boat people qui arrive, pour moi, c'est même pas l'extrême droite en moi qui est touché, c'est le marxiste en moi qui est touché. Parce que ce que je vois moi de cette immigration, je vois que c'est une immigration qui vient peser sur les salaires. C'est une immigration qu'on ramène parce que le capital, et d'ailleurs c'est expliqué très bien dans le livre de Capital de Karl Marx, c'est expliqué que les forces de l'argent ont toujours besoin de chair fraîche, ont toujours besoin de population désespérée et prête à travailler Pour moins pour des cher. cacahuètes. Pour moins cher, exactement. Donc, ces gens-là qui viennent, d'ailleurs au Royaume-Uni, dès qu'on a par exemple avec le Brexit, on a fermé relativement les frontières. Les frontières ne sont pas fermées, on n'est pas à l'immigration zéro, vraiment loin de là. Mais ça réduit un peu l'immigration. Automatiquement, les salaires ont augmenté. Les salaires moyens ont augmenté, tout de suite. Parce que, je donne un exemple. J'ai un ami ici au Royaume-Uni, il a une usine. Chaque année, il ramenait des bus entiers de travailleurs depuis l'Estonie. Parce qu'il est d'Estonie, il va dans les villages, prend des jeunes, et il leur dit je vous paye tout. Il ramène un bus à l'usine et il travaille. Ces Estoniens, bien sûr, travaillent pour trois fois rien. Parce qu'ils viennent de leur village, soudainement on les paye en livres sterling, ils ont l'impression qu'ils sont bien payés. Dès qu'ils apprennent un peu d'anglais, au bout de quelques mois, ils commencent à parler un peu d'anglais, commencent un petit peu à se renseigner, à voir, ils se disent, mais il est en train de m'arnaquer ce gars. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le quittent et ils partent travailler ailleurs pour plus cher. À ce moment-là, lui, il commence à avoir du vide. Ça commence à se vider. Le quart qu'il a ramené, ah ben, il a peut-être ramené 20 personnes, ben, maintenant il en a que 12 ou 8. Qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir en Estonie, il va ramener un autre quart. Et donc régulièrement, il va remplacer Ouais, c'est un problème constamment. qui s'arrête jamais, quoi. Ouais. Ça s'arrête jamais. Alors que maintenant, il fait quoi? Maintenant, bah, il est obligé de mieux les payer. Si les gars disent hey, patron, tu me payes plus ou je pars, il dit écoute, viens, on négocie, tu veux combien? Parce qu'il n'a plus la possibilité de ramener de la main-d'œuvre pas chère. Voilà, on est Voilà. d'accord. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du Royaume-Uni, qu'est-ce que vous pensez de la proposition récente, enfin, la loi pour remigrer du coup les illégaux au Rwanda pour envoyer, voilà, ça c'est une bonne loi. Pour moi, oui, pour moi, c'est une arnaque encore des conservateurs. Ah, c'est une C'est une arnaque. arnaque.
C'est une arnaque, oui. C'est une Pourquoi c'est une arnaque arnaque? parce que ils ont déjà dépensé un demi-milliard et ils n'ont expulsé personne vers le Rwanda à ce stade. Mais c'est tout nouveau, ça vient d'être signé il n'y a pas longtemps. C'est tout Même si on nouveau, en mais ils parle depuis sont. longtemps. Ça fait des années qu'ils en parlent. Et le problème, c'est que ici, nos amis conservateurs sont très bons à faire du business sur le dos des problématiques sociales. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un problème d'immigration. On a La réalité, c'est que ça va nous coûter des millions et des millions par migrant qu'on expulse. Et si on regarde les contrats, moi je veux voir, parce qu'avec les conservateurs britanniques, il faut toujours poser la même question. Ok, il y a 500 millions qui sont partis où? Est-ce qu'on peut voir les contrats? Est-ce qu'on peut voir les service providers? Vous avez choisi comment? Et dans 99% des cas, on va trouver qu'ils ont distribué l'argent entre copains, à des amis, à des sociétés, écrans et tout ça. Ça, D'où c'est le la premier point. corruption. Corruption. Toujours corruption. C'est-à-dire que le problème, quand la corruption arrive dans un pays, il n'est plus possible de mener des politiques publiques. Parce que n'importe quelle politique publique va se transformer en gouffre sans fin qui va enrichir des gens et qui va laisser la société avec une facture fiscale, mais rien en retour. C'est ça. C'est comme si, je sais pas moi, je m'endette pour acheter une voiture, j'ai la dette, mais j'ai pas la voiture. J'ai que la dette. Je vais obligé de payer la dette chaque mois, mais j'ai pas la voiture. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver en tant que société. Aujourd'hui, ce qu'on a, on a, par exemple, les gardes-côtes britanniques qui vont jusque dans les eaux françaises ramener des migrants en masse et les lâcher sur les côtes britanniques. Ils jouent les passeurs. Donc, et on a eu, je crois, 40 000 ou 50 000 l'année dernière qui sont venus. Et là, on est en train de se battre à coups de milliards pour envoyer un avion au Rwanda. Donc moi, ce que j'ai peur qu'on est en train de ramener des gens par dizaines de milliers, et puis que tous les quelques mois, on expulse un avion avec 45 Mhm. personnes. C'est ça ce qui me fait peur, moi. C'est-à-dire que la mesure me semble. Je comprends le principe, mais j'aurais été d'accord avec le principe si on a une garantie, comme faisait l'Australie, on a une garantie sûre et certaine. Si tu arrives à 8 heures du matin sur les côtes britanniques illégalement, je te garantis qu'avant 17 heures, tu es dans un avion pour le Rwanda. Un Ça, je suis mécanisme d'accord. efficace. Ouais. Mécanique, c'est mécanique. Ok les gars, on vous rassemble tous, on va à l'aéroport, ok, et puis on vous met dans l'avion et vous êtes en partance pour le Rwanda. Si on le fait pendant une semaine, on n'aura plus besoin de le faire parce que plus personne ne vient. Parce qu'ils vont se dire, écoute, les Britanniques, là, Ouais, c'est comme en Australie. comme l'Australie. Si tu arrives sur leur côte, ils te garantissent dans la journée, tu es en partance pour le Rwanda. Donc voilà. Mais je sais qu'on ne le fait pas. Je sais qu'on va ramener des gens par dizaines de milliers. Et puis que de temps en temps, il y en a un qui partira au Rwanda. Puis eux, ils savent, de toute façon, ils s'en fichent. Parce Mhm. que j'avais lu une histoire l'année dernière ou l'année d'avant. Le Home Office a tenté d'organiser une expulsion. Ça leur a pris des mois et des mois pour affréter un avion. Et je crois qu'il doit affréter pour 80 personnes. Mais les avocats, les associations humanitaires, tout ça ont tellement fait d'appels et d'appels pour chaque personne que le jour où l'avion a décollé, je crois qu'il y avait 15 personnes dedans. Et puis ça a coûté je sais plus combien par tête, des dizaines de milliers d'euros par personne qui a été expulsée. Donc en fait, on a un système qui n'est pas en train de marcher. Et le problème, c'est qu'on a des associations humanitaires très puissantes qui sont financées par des fonds étrangers. Ça doit te bloquer également. Je sais que Génial. Oui, en allez. Algérie, par exemple, aucune association algérienne n'a le droit de toucher ne serait-ce qu'un centime de l'étranger. Zéro. On va en prison pour ça. Si je crée en Algérie une association pour observer les oiseaux, hein, il n'y a rien de politique là-dedans. Je crée une association pour observer les oiseaux et que je touche de l'argent de l'étranger. Je vais en prison pour ça. Parce que l'associatif est devenu un terrain d'entrisme pour des forces étrangères. Faut On du peut avoir lobbying. Soros et oui, on peut avoir Soros et d'autres qui mettent de l'argent pour manipuler la société par le biais ou imposer des choix à la société par le biais des milieux associatifs. Donc, je pense qu'il faut contrôler le milieu associatif. Pas interdire les associations, mais en même temps, revoir chaque association et leur permettre d'agir que si elles agissent dans l'intérêt national, dans le cadre de la loi du pays et sans financement ou influence étrangère. Dès qu'ils ont un financement ou influence étrangère, je pense que l'interdiction pure et simple doit être de mise. Ok. J'ai une question sur
la petite polémique sur les prénoms. Est-ce que les Français nés en France devraient porter un prénom français? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça fait À titre partie de ce qu'on personnel. pourrait trouver d'extrême chez Zemmour comme proposition. En fait, à titre personnel, ma fille, tout le monde connaît son nom. Ma fille, elle s'appelle Grace. Elle est née au Royaume-Uni, elle s'appelle Grace. Elle s'appelle pas Karima, elle s'appelle pas Fatima. Elle s'appelle Grace. Ok? Donc, à titre personnel, je réponds à la question sans souci. Je pense que dans l'idéal, et si j'ai une deuxième fille, elle aura un nom occidental également. Parce que moi, je veux que l'immigration s'arrête à moi. Moi, je suis issu de l'immigration. Mais j'ai pas envie que ma fille et sa fille et sa fille soient issues de l'immigration. J'ai envie qu'à un moment donné, ça s'arrête. J'ai envie que, à un moment donné, elle s'intègre et elle s'assimile complètement dans ce pays de Ah, naissance vous êtes finalement. pour l'assimilation alors? Je suis pour Une forme l'assimilation. J'ai peut-être d'assimilation. ce côté français un petit peu, hein. C'est, même si je suis britannique, j'ai un petit côté français que j'ai Vous gardé. avez un côté Maintenant, zémourien. donc Je vais vous convertir. l'idée quelque part, par contre, c'est un choix personnel. Si quelqu'un, si j'ai un ami par exemple, il a une fille, il l'appelle Karima. Ah, c'est pas la Je fin du respecte monde. son choix. C'est pas la fin du monde, je respecte son choix. Je veux dire, c'est bon, je respecte son choix. Puis de Oui, toute manière, c'est-à-dire. aujourd'hui, on arrive dans une entreprise, on arrive dans une administration, on a tellement de prénoms différents que bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, on n'y prête plus attention, honnêtement. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai deux garçons qui s'appellent François et Louis. C'est mon choix personnel. Mais j'ai des amis qui peuvent donner des prénoms vietnamiens, chinois ou arabes à leurs Ouais, enfants. Ça me dérange pas. Voilà. Donc, on ouais, va pas faire une loi pour obliger les gens. C'est ça, quoi. Moi, c'est juste absolument, ça. oui, absolument. Parce que je trouve qu'on n'arrive même pas à faire des lois ou appliquer les lois existantes par rapport à des points vraiment essentiels. Je pense qu'on devrait arrêter de focaliser peut-être sur ces choses. Après, il y a des gens qui appellent leurs enfants coronavirus, Tesla, des choses comme ça. Donc, ça va. Il y a pire comme problème aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais souvent, les officiers d'état civil ont le bon sens de les refuser. Mais Souvent, c'est mais pas vrai toujours. que ils peuvent pas toujours. Ouais, c'est vrai que coronavirus, ouais, c'est pas possible. Écoutez, moi, je suis content de cet échange. J'ai beaucoup appris. Est-ce que vous avez une anecdote, un dernier mot, un sujet qui vous tient, que vous avez sur le cœur, que vous avez envie vous avez envie de partager avec nous? En fait, tout simplement, voilà, je continue ma lutte, je continue mon combat et ces derniers temps, ces dernières années, je me suis peut-être un peu retiré du combat politique. Tout le monde l'a remarqué. Je suis un peu moins positionné sur le combat politique. Je suis plus sur le combat sociétal par rapport aux valeurs de la société. Donc, je défends une certaine idée du conservatisme. Je veux qu'on conserve et qu'on transmette le monde sur le plan des valeurs telles que nous l'avons reçues. J'ai pas envie que les forces de l'argent ou les PDG des grandes entreprises ou les ressources humaines des grosses boîtes redéfinissent notre sensibilité. Et j'aide aussi plein de gens à lutter à leur niveau, dans leur travail. J'ai écrit ce livre que j'aimerais montrer, Toxique. C'est un livre qu'on trouve sur Amazon pour partager, et je partage sur mon canal questions-réponses, Aldocer en questions-réponses. Je partage aussi beaucoup de tuyaux sur comment survivre dans le monde de l'entreprise. J'ai aussi un numéro que je donne, où les gens peuvent me contacter sur le WhatsApp. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Ils peuvent me contacter et je réponds à des centaines de personnes chaque mois, gratuitement, qui ont des problématiques au travail. C'est ma manière un petit peu marxiste de lutter contre les forces de l'argent. C'est ma manière d'ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils ne se fassent pas bouffer tout cru dans le monde du travail, mais qu'ils réussissent à extraire aussi le maximum de valeur. Parce que la lutte, finalement, au sens marxiste, c'est quoi? C'est l'extraction de valeur. C'est l'employeur qui va pomper le maximum de ce qu'il peut de l'employé. Donc moi, j'aide l'employé un petit peu à pomper un peu de valeur vers lui également. Voilà. Et tout Qui est ça finalement que bénévolement, justice. donc consacrer un petit peu de temps pour la bonne cause. Absolument, absolument. C'est pour moi important de consacrer du temps et des ressources pour la bonne cause tout le temps. Très bien. Ben, merci beaucoup. Et Merci pour... une bonne journée, donc, parce que c'est le début de la journée au Royaume-Uni. Et pour moi, le début de la soirée, il faut que j'y aille aussi. Merci. Bonne soirée Au revoir, alors. Aldo. Au Merci. revoir, Bye bye. merci. Bye bye.